bonsoir à tous, bonsoir à tous. On est lundi et qui dit lundi dit Culture Bulle. Je suis tout content, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce soir pour une émission consacrée au manga et plus précisément au seinen. C'est une émission que maintenant c'est super drôle parce que j'attends le lundi vraiment comme un gosse attend le week-end à la sortie de l'école. Moi j'attends le lundi parce que c'est vraiment devenu un kiff de faire cette émission. On va pas trop tarder dans les présentations, dans les bonjours, dans les salam alaikum, tout ça. Je vais vous donner le sommaire. Le sommaire de ce soir, ça va être simple, ça va être efficace, ça va être très précis et surtout ça va être fun. Alors, on va d'abord parler des news de la semaine pour savoir, comme d'habitude, ce qui s'est passé la semaine dernière dans le monde des médias, dans le monde de la pop culture et dans le monde des mangas. Ensuite, on va faire un focus sur le dernier seinen de chez Vega Dupuis qui s'appelle Genesis. Ensuite encore, on accueillera Shedley pour une interview. On va un peu savoir ce qui se cache derrière le bonhomme, l'influenceur TikTok avec plus d'1 million d'abonnés. Et ça attire vraiment ma curiosité, le monde de TikTok avec le manga. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais les TikTokers manga m'intriguent un peu, donc j'ai vraiment tenu à avoir cet invité ce soir. Et ensuite, on se fera l'agenda des sorties et on finira l'émission par un concours. Une fois de plus, j'ai toujours une superbe équipe avec moi pour faire ce type d'émission, cette émission Culture Bulle. Et ce soir, j'ai Sébastien Agoguet avec moi qu'on accueille maintenant. Salut Sébastien. Salut, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va, je suis toujours content de faire cette émission avec toi. T'as vu ça? Franchement, c'est devenu un vrai kiff, un vrai rendez-vous. Moi, je peux te dire que l'émission du lundi d'après, je l'attends dès le mardi. Pour te dire à quel point je suis devenu un peu. Si on peut faire l'impasse sur tout le travail qui est entre-temps, les préparations d'émissions, etc. C'est vraiment, moi, je te dis, le lundi, le dimanche soir, je dis OK. On va être performant lundi, on va essayer de faire kiffer tout le monde, de leur apprendre des choses sur le monde du manga ou de la BD ou de le webtoon, parce que je dois rappeler que c'est une émission qui ne traite pas que du manga, mais qui traite d'autres médiums. Et le manga, pour le coup, c'est 1 semaine sur 4, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça? Exactement, complètement. Donc, on va pouvoir attaquer par les premières news de la semaine. Et la première news de ce soir, je t'ai pas demandé si tu avais passé un bon week-end. Est-ce que tu as passé un bon week-end, Sébastien? Écoute, j'ai passé un bon week-end. Alors, j'ai pas grand-chose de manga à raconter là-dessus. Par contre, il y a quand même un truc important qui date d'un peu plus longtemps, mais on s'est pas vu, nous, depuis un mois. J'ai maté Arcane depuis. Ah, Arcane, t'as maté Arcane. Et t'as kiffé? J'ai maté Arcane. Oh mon Dieu, quoi. C'est monstre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que cette tuerie, quoi? Mais c'est une dinguerie, cette série. Et en plus, c'est un peu français, donc Cocorico. Il y a un studio français qui bosse derrière. Le Fortiche Studio, il porte tellement bien son nom. C'est même pas le studio Fortiche, quoi. C'est le studio le plus fort du monde qui devrait s'appeler. Mais je sais pas s'ils ont été chargés de tout dans l'animation d'Arcane, mais en tout cas, on peut dire que je pense que c'est une baffe au niveau mondial qu'ils ont réussi à faire. Donc, félicitations aux équipes de Fortiche. On va saluer le chat. Avant de commencer, on va saluer le chat quand même. Alors, qui on a aujourd'hui? On a Kili qui est là, bien sûr. On a Balt29, on a Christ5769, on a Clark Kent, on a Down Shadow, on a Fendelia, on a Full Tokam qui est là comme d'habitude, on a Niams, on a Nonorelli07, on a Hors Suprême, Rico TV, Sandrine ADS et voilà, Rachelita. On vous salue tous, bien évidemment. Installez-vous bien. On va passer un bon moment dans Culture Bulle. N'hésitez pas à participer dans l'émission. C'est une émission assez interactive. On lit le chat, on lit tout ce qui se passe dans le chat et quand il y a des questions qui nous percutent, on essaye de la poser à notre invité. Shedley a un peu de retard. Il m'a dit que normalement, il devrait pas tarder à se connecter. Et on pourra lui poser tout un tas de questions si vous posez des tas de questions sur TikTok. Comme je sais que les gens, TikTok a une image un peu, tu sais, juvénile, c'est un peu pour les enfants, mais il y a des gens qui s'en servent professionnellement. Shedley. Est-ce qu'on t'entend, Shedley? Salut, Shedley. Est-ce qu'on m'entend? Peut-être je vais nettoyer ma caméra, peut-être ce serait cool ça. On t'entend bien, mais oui, nettoie ta caméra, ouais. Okay, comment tu vas? Ça va super à vous, je suis désolé du retard. Il n'y a pas de souci, t'es pardonné au vu de la grandeur de tes cernes, comme d'habitude, je sais que tu travailles énormément, donc ça plaide pour toi. Merci. Donc je disais bienvenue dans Culture Bulle. Je sais pas si tu peux te présenter rapidement, Shedley, pour nos viewers. Complètement. Alors moi je suis donc créateur de contenu, mais je suis avant tout un entrepreneur. Donc moi j'ai créé ma société
On développe une application pour les joueurs de jeux vidéo. Attends, je t'arrête tout de suite, Chedli. J'ai vraiment une présentation rapide. On va te déguster après. Il y aura un moment spécial où tu pourras me raconter tout ton parcours. Moi, je le connais déjà, mais je te connais. Je sais que tu peux partir dans de longues tirades, donc je préfère te prévenir. Une présentation vraiment rapide, concise. Tu m'as dit rapide. Non, j'allais venir. J'ai juste, voilà, du coup, mon but dans la vie, c'est de réunir les passionnés. Donc, j'ai créé une application pour ça et je crée du contenu aussi pour ça. Donc, autour des mangas, des animés, des jeux vidéo, tout ce qui me plaît. Et l'application, qui s'appelle Lancelot. Exactement. Voilà. Lancelot, l'application qui est un concurrent direct de Discord, mais moi je peux vous dire que c'est mieux que Discord. Allez, on fait le super le rire, Sébastien. En tout cas, je suis très content de t'avoir. Il y a des très bonnes alternatives à Discord en plus. Exactement. Et moi, justement, ce que j'aime chez Chedli, c'est qu'il a pas froid aux yeux dans tout ce qu'il fait, et ça me donne envie de l'encourager, de lui donner beaucoup de force. On peut commencer l'émission avec les news de la semaine. On va commencer par la première news, c'est l'arrivée de Tesla Note chez Vega Dupuis. Que voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Tesla Note, Sébastien Agoguet? Parce que bien sûr, pour les gens qui suivent l'émission, ils savent que je suis un massacreur de pitch, donc je déteste pitcher les livres et les œuvres parce que en général je les massacre. On t'écoute. Tu n'es pas un massacreur de pitch, tu es, et je te cite, le pire pitcher bipède qui ait jamais existé. De la planète, là, exactement. Exactement, je suis vraiment... Si vous aimez une œuvre, je peux vous la faire détester, en gros. Alors Tesla Note, grosso modo, c'est un shonen manga d'action typé espionnage, voilà, où on va suivre. Alors le contexte, ça se passe dans notre monde, ça se passe dans notre monde. Et Nikola Tesla, que vous connaissez peut-être ou par le prestige, ou parce que vous aimez les sciences, ou parce que vous aimez les Tesla, les voitures. Ouais. Donc c'est ce brillant scientifique, voilà, d'origine croate, si je dis pas de bêtises. Émigré aux États-Unis, qui a travaillé avec Edison, qu'on présente souvent un peu à tort comme son grand rival, alors que c'est plus compliqué que ça. Donc, en prenant un peu ce mythe plus grand que la vraie personne, le manga part du principe que Nikola Tesla a inventé des créations qui pourraient changer le destin du monde si l'humanité s'en servait à des fins maléfiques. Donc en fait, il les a cachés dans un cristal en attendant que l'humanité ait mûri et soit prête à récupérer son héritage. Et il y a une organisation d'espionnage, une organisation criminelle qui va tenter de mettre la main dessus. Et du coup, on va avoir un duo formé d'un espion aguerri, un peu une sorte de Ryo Saeba, tu vois, de Nicky Larson, et une jeune fille qui en fait exactement, Kuruma, et une jeune fille, Botan, qui elle en fait est élevée, fait partie d'un clan de ninja, et depuis toute petite, elle est élevée dans un seul but, c'est être prête pour la mission T. Et elle, c'était un peu son grand rêve dans la vie, c'est est-ce que vraiment ce truc va arriver, ou est-ce que mon papy, en fait, il délire complètement? Et donc, quand elle se retrouve enfin à devoir aller essayer de sauver le monde et arrêter d'aller à l'école, c'est son kiff. Et donc, on va être dans un manga d'action pur et dur, avec un dessin ultra bien léché, c'est fait par les créateurs de Tiger and Bunny. Voilà, et ça sort au mois de juillet, et j'ai très très hâte de vous en montrer plus. Déjà ce soir, là, c'est la première fois qu'on montre des planches intérieures. Exactement. D'accord. Alors moi je peux te dire tout de suite que à mes yeux c'est un futur carton, tout simplement parce que tu as réuni les mots clés. Tu as shonen, tu as ninja et tu as espionnage. Ça ne peut que marcher à mes yeux, parce que c'est vraiment des mots qui, moi par exemple, tu me dis ninja, tout de suite j'ai mon sourire qui arrive, tu vois. C'est ok, ça va être bon, on va avoir de la bagarre, tout ça. Et les combats sont, enfin, on a pu le voir sur une image tout de suite. Les premiers combats, ils sont super bien dessinés, et c'est super bien dessiné en général. Après, le concept de mélanger un peu la science avec un manga, un shonen de baston, justement, je trouve ça super cool. Qu'est-ce que t'en penses, Chedli? Ça a l'air intéressant. Comme tu as dit, il y a tous les buzzwords qu'il faut pour plaire à un fan de shonen bien hardcore. Donc, j'ai hâte de découvrir ça, et puis ce sera cool d'en débattre. Il me semble que c'est déjà dispo sur Wakanim en animé. C'est bien ça, Sébastien, je dis pas de bêtises? Alors, il y a un animé de 13 épisodes sur Wakanim, effectivement. Après,
voilà, c'est pour le coup, on n'est pas aussi les fans du manga de Tesla Note avec l'animé, on n'est pas aussi enthousiastes que les fans, je ne sais pas, par exemple de Demon Slayers, voilà, Ouais. ou les fans de Chainsaw Man qui ont de grosses attentes. L'animé, on va dire, n'est pas à la hauteur. Voilà. D'accord, l'animé n'est pas bon. Bon, donc je vous conseille plutôt d'attendre le manga le 1er juillet, c'est bien ça, chez Vega Dupuis. Ce sera disponible partout et ça s'appelle Tesla Note. De toute façon, on n'est pas sans en reparler ici. Je pense on a le temps de préparer, même pourquoi pas, une émission spéciale autour de ce manga, vu qu'il est édité à la maison. Deuxième news de la semaine, ça va être plutôt un kiff de ce week-end que je me suis fait. J'ai eu la chance de me faire un épisode parce que j'ai eu un week-end aussi où j'étais un peu dans la course. Et c'est un animé qui est sorti qui parle d'un des jeux vidéo que j'ai kiffé il y a quelques temps maintenant, qui était super dur. Et ça s'appelle The Cuphead Show. Ouais, c'est incroyable. Honnêtement, alors, j'ai beaucoup hésité à parler de Cuphead. J'hésitais un peu entre Cuphead et Street Fighter 6, l'annonce qu'il y a eu ce matin. Et je me suis dit non, je vais parler de Cuphead parce que même si Street Fighter c'est the référence des jeux de combat, j'allais dire des jeux de tape. Je commence à parler comme Tiers-Monde. J'allais dire des jeux de baston. Et je me suis dit que Cuphead, quand même, rien que pour le kiff de la direction artistique, de l'animé, etc., il fallait absolument qu'on en parle dans Culture Bulle. Il me semble que c'est en 12 épisodes sur Netflix. Si vous avez kiffé le jeu Cuphead par sa direction artistique, foncez sur les dessins animés. Je vais vous le pitcher rapidement parce que les droits sont américains et il n'y a pas Stéphane qui va me regarder avec une tête de tueur. Alors Cuphead, c'est l'histoire de deux personnages d'anime, de cartoon, on va dire, qui ont des têtes de verre tout simplement. Alors on a Mugman et Cuphead pour le coup. Les deux personnages vont dans une fête foraine à un moment et lors d'un jeu ils vendent leur âme au diable et pendant tout le jeu vidéo, pour le moment j'ai pas encore vu tout l'anime, mais pendant tout le jeu vidéo ils essayent d'échapper au diable qui leur court aux trousses. Alors il faut savoir que c'est un jeu extrêmement difficile. J'ai passé le premier niveau, j'ai promis de plus jamais jouer à ce jeu-là, mais en tout cas c'est un gros kiff, la série animée qui s'appelle The Cuphead Show et qui est disponible sur Netflix. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir ou est-ce que vous avez l'intention de la voir, Chedli et Sébastien? Alors, personnellement, juste le premier épisode et j'ai adoré. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai pas eu le temps de me faire le reste, mais en tant que grand fan du jeu vidéo, alors il me manque 2 niveaux insurmontables. Mais en tant que grand fan du jeu vidéo Cuphead, je suis très satisfait de la DA et puis tu as l'impression de jouer au jeu vidéo à travers un écran 4K hyper grand. Cette fois, vu que tu regardes à la télé, c'est mortel, littéralement du coup. Et toi, Sébastien? Alors, j'ai pas encore maté l'animé, j'ai juste vu le trailer et j'avoue que je suis partagé. Mais du coup, voilà, le fait de voir déjà 2 fans du jeu vidéo qui ont aimé l'animé, ça me convainc un peu d'essayer parce que j'avais un peu peur parce que dans le trailer de ce que j'ai vu, le design est un peu moderne en fait. On est sur une réal en termes de quali, c'est assez propre, mais ça a un côté un peu désenchanté, la série là de Matt Groening. Oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est vraiment le côté Steamboat Willie, tu vois, les tout premiers Disney courts. Ouais. Et j'avais peur qu'on perde l'esprit Cuphead. Mais si vous me dites qu'on le retrouve, je vais peut-être me laisser tenter, quoi. On reste dans le vintage, c'est bien. malgré la modernisation, il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, et c'est vraiment, si vous kiffez tout ce qui est design des années 70-80, je vous dis vraiment, ils ont vraiment conservé ça. À mon avis, ils savent que c'est vraiment la force de leur œuvre, au-delà du jeu vidéo qui est très fun aussi, mais de la difficulté du jeu vidéo, ils savent justement en faisant cette adaptation que c'était leur force. Ah non, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Franchement, là, je vous le dis clairement, c'est abusé. Ça mériterait que je casse 2-3 manettes. Si je peux franchement, je suis à 2 doigts de fonder en fait le syndicat des pères de famille joueurs de jeux vidéo pour demander à tous les studios, tu vois, de mettre des modes easy pour les papas qui n'ont pas le temps, tu vois, et les mamans d'ailleurs, qui n'ont pas le temps, tu vois, de jouer sur un jeu trop dur, quoi. Attendez, c'est pas possible. Mais il me semble qu'il y a un mode facile qui est sorti en plus.
Il me semble, j'en suis pas sûr à 100%, mais il y a un mode facile qui me semble qui est sorti. Je sais plus si c'est sur ça, mais en tout cas, allez checker Cuphead sur Netflix et ou jouer aux jeux vidéo si vous en avez l'occasion. En tout cas, c'est mon kiff de ce week-end. Shedley, on a beaucoup de techniques similaires à mater les premiers épisodes et à commenter oui, non, à sentir l'odeur. Le dernier auquel on a pu un peu échanger, c'était Boba Fett, pour le coup. La série Boba Fett. Ouais. Mais les gars, je comprends pas ce que vous êtes allés faire là-dedans, quoi. Bah, c'est Star Wars. On était obligés, c'est Star Wars, on connaît tout sur tout, on a déjà tout vu, il fallait qu'on continue et franchement, ils m'ont perdu. On a subi les 2 premiers épisodes. Le 3e épisode était une grosse parodie, donc c'était drôle, on va dire. Et à partir c'est 4e ou 5e, je crois, quand on a l'arrivée de vous savez qui, c'était exceptionnel et finalement rien que pour le thème, j'ai bien kiffé, mais je l'aurais plus appelé Mandalorian saison 3. Ouais. Pour être honnête. Bon, honnêtement, ça a commencé comme une, si ça peut t'encourager, Seb, ça commence comme une vraie purge, comme une vraie de vraie, hein. Mais dès le premier épisode, tu me le vends bien. Dès le premier épisode, tu te dis, mais comment je vais endurer les 7 autres épisodes? C'est bien ça, comment je vais endurer ça? Et au final, tu te les fais, c'est très moyen au départ, et les 3 derniers épisodes sont très, très, très bons. Autant au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de l'épisode, autant au niveau de la technologie qu'ils emploient aussi, il faut en parler, pour modeler certains personnages qui arrivent. Et autant le dernier épisode, c'est un peu le feu d'artifice qui est un peu le principe des séries. Troisième news, on revient sur du manga. C'est une nouvelle série pour Tsukasa Monma, qui est l'auteur de Manchurian Opium Squad. Mon coup de cœur, mon gros coup de cœur de cette fin d'année et de ce début d'année. Donc, je voulais absolument en parler. Alors, Tsukasa Monma, il est auteur, mais il n'est pas dessinateur. Pour le coup, il est plus scénariste et il se lance dans une nouvelle œuvre qui devrait être publiée prochainement. Pour ce faire, ils ont lancé un concours où ils recherchent des illustrateurs. Je pense que tout le monde peut y participer. Je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, Sébastien. Alors, je pense que n'importe qui peut y participer, mais si vous parlez pas japonais, à mon avis, vous serez pas sélectionné. Surtout les japonais, ouais. Exactement. Dans le mot d'ordre, c'était tout le monde peut y participer, mais je pense qu'il faut quand même être un japonais. Mais en tout cas, vu le niveau de narration qu'a Tsukasa Monma, je pense que ça va être encore une masterclass qui va arriver et on a hâte de parler de ça. Sébastien, est-ce que tu veux en toucher 2 mots? De Manchuria? Bah, toujours, hein. Ouais, de Manchuria, let's go. Moi, je l'ai assez fait. Moi, je l'ai assez fait. On va reparler de Manchuria, on va vous repitcher Manchuria, je pense. Allez, let's go. Alors, Manchuria, mais je sais même pas, mais les gens, vous êtes tous obligés de connaître Manchuria, c'est pas possible, que je veux dire, c'est le Breaking Bad du manga. Voilà, ça se passe dans la Mandchourie des années 30. Le Japon, du coup, en fait, a annexé une partie, donc, de cette province chinoise et, du coup, la dirige d'une main de fer. Elle a envoyé tout un tas de paysans japonais pour cultiver de quoi nourrir, en fait, les soldats qu'ils envoient sur place. Et donc, le héros, au début, qui est un conscrit, se retrouve réformé parce qu'il est blessé et donc devient paysan. Il se trouve que lui, dans son kiff dans la life, en fait, c'est la botanique. Et quand sa mère tombe malade, pour la soigner, comme il tombe sur un champ de pavots, quand même drôle de chance, et ben il va se mettre à purifier de l'opium et il va faire l'opium le plus pur possible, et donc il va essayer de refourguer ça aux mafieux et voilà, en mettant le doigt dans l'engrenage, il va y mettre ensuite tout le bras et on va voir ensuite ça, au choix, sa descente aux enfers ou sa montée dans l'échelle de la pègre. Ouais. Et c'est trop moi, bien. c'est vraiment. Franchement, c'est mon coup de cœur 2022. Hein. C'est vraiment moi de fin 2021, 2022 aussi. Pour le moment, c'est mon coup de cœur. Même si je me fais pas trop de soucis parce que ça part vraiment bien. Pour la petite confidence, j'ai reçu le tome 3 que je peux lire maintenant, n'est-ce pas, Sébastien? J'ai reçu un bon gros PDF du tome 3. Donc je suis assez content. Je vais me le faire sûrement dans la semaine. Maintenant, moi, il y a une chose que je comprends pas. J'aimerais que tout le monde lise cette œuvre en fait, sans rentrer dans le côté propagande. Tu sais, quand je fais le showman, tout ça, c'est vraiment un livre que je pense que la plupart des gens qui kiffent le manga ou le seinen kifferont en profondeur et demanderont la suite. D'une, parce que c'est super bien narré, comme on l'a dit précédemment, et de deux, parce que c'est
également super bien dessiné, et de 3 parce que c'est hyper cool en fait. Shedley, est-ce que tu as eu l'occasion de feuilleter un peu? J'ai pas eu l'occasion de le feuilleter, Ouais, mais ça serait tardé parce que moi j'ai découvert ça récemment. Je crois même c'est toi qui m'en as parlé, hein. Je suis pas sûr, hein, je crois autour ouais, d'un resto, mais ouais, en tout cas on m'en a parlé rapidement et quand j'ai lu donc le synopsis, ouais c'était Breaking Bad pour moi, ouais, mais version qui se voudrait peut-être encore plus violente, à voir ouais. ce que va nous proposer la suite et avec le côté culture Jap. Donc, avec tout ce qui s'ensuit, avec la scénarisation et la dramatique qui s'ensuit. Et donc, ça, je pense que ça peut faire un très très bon cocktail d'une nouvelle saga. Et en ce moment, alors moi, c'est mon mood du moment, ce type d'aventure. On parlait de Netflix tout à l'heure, mais moi, j'adore Ozark. Donc, je pense Ouais. qu'on est Yes. plus ou moins. On est plus ou moins dedans et moi je sais pertinemment que en lisant le premier tome, je vais complètement accrocher à l'œuvre et je vais un petit peu comme toi, Thierry, en faire la propagande violemment. Exactement. Le FC Manchuria est né il y a quelques semaines maintenant. Il faut qu'on le porte le plus loin possible en Ligue des Champions, tout ce que C'est vous voulez. ça. Il nous faut un Voilà, numéro 10, ça tombe bien. voilà, exactement. En tout cas, voilà pour les news de la semaine. J'espère que ça vous a donné envie de voir toutes ces œuvres dont on vient de parler. N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous comptez les lire, si vous les avez déjà vus, n'hésitez pas à nous poser aussi également, excusez-moi, des questions pour Shedley. Son interview arrivera après et il y a Sébastien qui a encore quelque chose à dire. Ouais. Juste deux petites précisions quand même sur Manchuria pour vous dire, c'est que au Japon, là, justement, Shikako, le dessinateur, pardon, vient de livrer une illustration couleur magnifique pour fêter les 700 000 volumes imprimés. Donc, c'est quand même pas mal, 700 000 volumes. Et la semaine dernière, ils annonçaient qu'ils réimprimaient les volumes 6 et 7. Et là, cette semaine, ils réimpriment les volumes 1, 2, 3. Donc le manga en ce moment là au Japon, et il y a une campagne de pub dans les gares. Enfin au Japon en ce moment, Manchuria là c'est en train de monter. Moi je voudrais tellement juste avoir un animé fait par Mappa, tu vois, un truc comme ça quoi. Ouais, à monter dans le train Manchuria maintenant. Comme ça on pourra dire que vous étiez dans le train, que vous saviez avant tout le monde. Vous savez, Culture Bulle, c'est une émission de prescripteurs. Tous ceux qui sont ici sont des prescripteurs, autant dans le chat que nos invités ou Stéphane, moi-même, pour me jeter des fleurs un peu. Vous êtes des prescripteurs, montez dans le train Manchuria. Opium Squad. Donc, on en a fini pour les news de la semaine. On va pouvoir faire un gros focus sur un autre manga qui s'appelle Genesis, que je peux me lancer à pitcher, je crois. Parce que le pitch n'est pas si compliqué. Allez, je crois que je l'ai aussi. Vas-y. Il est ici. Alors, Genesis, c'est un seinen. Alors, on a un groupe d'étudiants. Je me souviens plus du nom. D'étudiants en histoire, on va dire ça comme ça. En anthropo, en je sais plus quoi. En paléoanthropologie, je crois. En paléoanthropologie, exactement. On a un groupe d'étudiants en paléoanthropologie, donc qui font un voyage en Australie. Et en faisant ce voyage, c'est vraiment un voyage scolaire. En faisant ce voyage, il y a un moment, ils sont amenés à entrer dans une grotte. Sauf que l'entrée de la grotte s'effondre et ils se perdent un peu à l'intérieur des tunnels. Et lorsqu'ils trouvent la sortie, ils se retrouvent en pleine préhistoire. Et c'est là que les soucis arrivent parce qu'ils tombent face à face avec des mammouths tout d'abord, mais après ils vont tomber au fur et à mesure de l'aventure face à face avec plusieurs autres espèces animales de la préhistoire et aussi des hommes de Néandertal, etc., etc. Il était pas trop mal mon pitch là. Franchement, c'était bien. Enfin, je sais pas. Ah, t'as vu, c'était comment? Est-ce que ça t'a donné envie? Bizarrement, oui. Oui. Je pense que. Il a dit bizarrement. Bizarrement, c'est pas le pitch. Il a dit bizarrement. Pas le pitch qui était bizarre, mais c'est le thème, en fait, la thématique. Je trouve ça assez sympa. Et je pense que quand je dis bizarrement, c'est. Enfin, quand tu pitches ça à quelqu'un, ça a l'air vraiment bizarre, mais intéressant, tu vois. Et après, c'est bizarre et intéressant, donc normal. Mais à voir. Je lui laisserai bien sa chance. Ouais. Mais ce qui est passionnant, en fait, c'est que. Vas-y. Ce qui est passionnant, en fait, c'est encore une fois, c'est comment tu te retrouves dans un univers que tu maîtrises pas du tout, surtout des jeunes étudiants, et comment tu fais pour survivre à ce truc-là. Vous savez, moi, je pense que les mangas ou d'autres médiums de récit, c'est souvent des histoires de projection. Comment tu t'identifies à un héros et comment tu te dis tout le temps, comment je réagirais à sa place. Et ben là, on est tout à fait là-dedans, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien?
Bah, c'est exactement ça, c'est que tu te demandes, et en fait, c'est même la spécificité, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un peu le point fort de l'auteur Koji Mori, qui est l'auteur aussi de Suicide Island, qui est sorti chez Kazé, c'est que lui, ce Ouais. qui l'intéresse, effectivement, c'est de prendre des héros qui sont un peu justement coincés dans la vie moderne, un peu endormis et qui ne vivent pas vraiment, et les mettre dans des situations de survie où tout d'un coup, ils sont obligés de se révéler et de découvrir que, bah, en fait, ils pensaient être des types totalement banals, avec rien à porter dans la vie et qui mourraient comme des anonymes. Et en fait, ils se retrouvent dans une situation extraordinaire où ils vont révéler des capacités de leader, des capacités d'analyse, etc. Et on va voir que le héros, qui est vraiment un type effacé, que personne, enfin, où tout le monde dit autour de lui, mais en fait, t'as aucune passion dans la vie, quoi. Même sa meuf, elle le quitte en mode, en vrai, t'aimes rien, mec, t'es complètement, tu sers à rien, enfin voilà. Et là, tout d'un coup, une fois qu'il se retrouve paumé dans la nature et qu'il faut qu'il survive, il réfléchit, d'un coup il se dit ok, alors il faut faire des armes, il faut ceci, il faut cela, bam bam bam, et le mec ça devient, et tu sens que très rapidement il va prendre de l'épaisseur et que ça va devenir le leader du groupe, quoi. Alors qu'au début c'est vraiment le type que personne ne remarque. Oui, ça me fait, ça me fait aussi. Après, moi, j'ai la fâcheuse habitude de comparer souvent à des œuvres que je connais déjà. Moi, c'est un peu comme dans, vous savez, dans Lost, là, quand je crois qu'il s'appelle Jack. Au début, c'est un médecin lambda, un médecin un peu lambda. Au fur et à mesure, de par la force des choses, il est amené à prendre le leadership dans un groupe et l'amener à survivre en fait. Et je pense le plus drôle, c'est que je pense que dans la vraie vie, ça se passerait aussi comme ça. Si demain un groupe de personnes se retrouvait soit dans la préhistoire, soit dans un milieu qui ne maîtrise pas totalement, il y a forcément une personne qu'on soupçonne pas, qui aurait des trucs, des capacités qui se révéleraient en fait dans ce milieu-là. Et c'est vraiment, pour moi, en lisant cette œuvre-là, c'est vraiment la sensation que j'en ai eue. Qu'est-ce que t'en penses, Chadli? Ouais. Ouais, je reprends un petit peu là-dessus, mais complètement, il te faut forcément, pour pouvoir avancer sur une nouvelle civilisation, entre guillemets, tu as besoin d'un leader. Et généralement, c'est pas le plus talentueux, le plus artistique, le plus intelligent ou le plus scientifique. Ça arrive dans certains mangas et dans certaines œuvres, Ouais. mais en l'occurrence, dans la majorité des cas, tout le monde peut partir de zéro et c'est à celui qui saura finalement le mieux manager. Alors finalement, le talent que je dirais qu'il faudrait, c'est celui du management finalement. Mais tu sais quoi, comme je suis pas convaincu par mon pitch, je sais qu'on a un trailer qui va peut-être vous mettre encore plus l'eau à la bouche qu'on peut diffuser, il me semble. Donc on va se taire tous les trois et on va regarder le trailer ensemble. Let's go. Allez, c'est parti. Ça s'appelle Genesis et c'est en librairie du coup le 4 mars, dans une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant. Moi, ça me fascine en fait la capacité qu'ont les auteurs de manga en général à trouver des thèmes et à les soumettre aux lois du shonen ou du seinen. C'est passionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Un, deux, un, deux. Vous battez pas, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que je pense qu'on est super intéressés tous les deux par la question, mais je suis complètement d'accord. On a vu des histoires de folie et il y en a pour tous les thèmes, il y en a pour tous les goûts. Et celui-là, il est assez. On l'a vu, on l'a déjà vu, mais pas de manière aussi poussée, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que là, vraiment, on est vraiment avec, comme tu l'as dit, hein, les hommes de l'époque et les créatures de l'époque, finalement, les animaux de l'époque, hein, tout simplement.
et je suis super curieux et j'espère en tout cas, parce que là, je pense que moi, je vais me prêter au jeu et je découvrirai certainement l'œuvre à sa sortie. Et là, ma plus grande attente, c'est vraiment d'en apprendre sur justement l'époque. Si vraiment on peut avoir ce côté un petit peu historique, c'est ce que historique et pourquoi pas aussi géographique, on peut le voir là. Si on peut avoir un petit peu de background dans tout ça et un petit peu de découverte, un petit peu de learning, ce serait vraiment un très gros bonus et moi j'aimerais bien découvrir ça en plus. Bah, c'est présent dans le manga, je te rassure. Je t'écoute, Sébastien. Bah, j'allais dire voilà, que tu vas être satisfait parce que à chaque fin de tome, tu as justement des pages de bonus. C'est un peu comme à la fin pour les plus vieux, comme dans les Cités d'Or, où à la fin, tu avais le petit documentaire qui t'expliquait la tortue du Galapagos, machin. Bah là, c'est exactement pareil. Tu as les petites fiches qui te disent alors le mammouth, en fait, il fait telle taille, on le trouvait dans tel endroit, Néandertal, et du coup, c'est hyper intéressant parce que l'auteur, c'est vraiment en fait documenté et pour faire les choses. Mais c'est ça, c'est ce que j'arrête pas de dire. Je le dis à chaque émission. Thierry, à force, il va en avoir marre de m'entendre radoter. Mais moi, ça fait 20 ans que je dis ça. La force du manga, c'est que les gars, quand ils choisissent un thème, mais ils font pas, c'est pas une blague quoi. Ils se documentent comme des tarés et tu prends un manga dedans, le thème, quel que soit le thème qu'ils choisissent, ils vont à fond dedans. Tu prends donc la Genesis, la préhistoire, le mec il a lu des thèses ou je sais pas quoi. Tu prends Yakitate Japan sur la pâtisserie, le mec il a lu des traités, il a dû rencontrer des cuisiniers ou j'en sais rien. Tu prends Hikaru no Go. Dans Hikaru no Go, toutes les parties de Go que tu vois, c'est des vraies parties à noter qui existent. Il n'y a pas un seul geste de Go dans le manga qui est inexact. Tu peux pas le prendre en traître. Les mecs, c'est des psychopathes. Et c'est ça qui est balèze dans le manga, moi, je trouve. C'est vraiment, il se documente à mort, que ce soit dans les mangas historiques comme celui-ci ou Manchuria encore une fois, ou même dans les mangas de sport où pour Hippo, même si l'auteur était un peu fan de boxe, il y a quand même des mouvements qui sont expliqués. Même ça a l'air un peu exagéré au final, il y a quand même des mouvements qui sont expliqués et des références sur l'histoire de ce sport qui sont présents. C'est vraiment, moi, comme tu viens de le dire, Shedley, le learning dans le manga, je pense que pour moi, c'est quasi indispensable. Ouais, complètement. Hein, vraiment, ce réflexe en fait qu'ont entre guillemets les mangaka à documenter absolument tout et à aller sur le terrain aussi quand c'est possible. Hein. Bon là, c'est un petit peu compliqué, bien sûr. Mais cette capacité vraiment d'adaptation et des fois de prendre le risque hein, pour avoir la meilleure des histoires, c'est super. Hein. C'est vraiment c'est ce qui fait qu'on est en totale immersion, tu vois. Donc là, en l'occurrence, c'est cool le côté documentation, apprentissage et c'est vraiment ce qui va faire le succès de l'œuvre, je pense sincèrement, parce qu'on va pouvoir avoir de la précision et aujourd'hui c'est absolument ce qu'il nous faut pour amener les gens finalement à découvrir à travers donc le manga, à travers le divertissement et la littérature mine de rien, à découvrir justement des thématiques qui ne sont pas forcément les plus intéressantes, les plus excitantes, mais cette fois, on va pouvoir justement les enchaîner de manière ludique grâce au manga. En tout cas, on a réussi à convaincre Rachel dans le chat qui nous dit vivement le 4 mars. C'est pour moi ça. Je passe les gros mots, mais en tout cas, on a convaincu une personne. Donc, suivez Rachel. Laissez-vous emporter par ce qu'on vous présente, parce que Culture Bulle, c'est vraiment une émission qui est là pour vous présenter nos kiffs du moment, que ce soit à l'intérieur de la maison Vega Dupuis ou extérieur. On a déjà parlé de beaucoup d'autres œuvres, de beaucoup d'autres mangas ou d'animés ou autre chose. Et on n'hésite pas à promouvoir quand on estime que c'est du lourd et du bon. Est-ce qu'il y a d'autres mangas comme ça où on apprend pas mal de choses à l'intérieur qui vous viennent tout de suite de tête, Shedley? Shedley, tu as dit oh oui. Beaucoup, ouais, beaucoup. Par réflexe, moi j'ai envie de dire Golden Kamuy. D'accord. Moi j'ai adoré hein, le côté historique, le côté géographique aussi qui entre énormément en compte et le côté survie. Le côté survie est hyper intéressant. Donc entre les chapitres, tu as vraiment des infos sur les armes de l'époque, etc. Et tu as toujours, tu sais, ce contexte un petit peu géopolitique ou plutôt non, le contexte géographique et politique qui sont vraiment hyper distingués, hyper intéressants pour le lecteur. Après, tu as le côté alors scientifique
avec Dr Stone forcément. Donc là, c'est un incontournable. Je pense qu'on a tout de suite pensé à ça quand on a vu le gars avec sa lance. Donc le personnage, je connais pas le nom du personnage encore dans Genesis. Et après, Taga. Ouais. C'est ça, ok. Rappelle-toi de son nom, Ouais. Ouais. You're goddamn right. Let's go. Et je pense, mine de rien, qu'on peut trouver de l'apprentissage dans absolument tout. Et alors, des fois, du bon comme du mauvais, mais vraiment, il y a de la sensibilisation. Et je pense que, si je dis pas de bêtises, encore une fois, j'ai pas encore lu, mais je pense qu'on peut trouver quelques leçons intéressantes dans Opium. Comment Manchu, c'est comment Manchuria Opium Squad. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de belles choses à apprendre sur ces milieux-là, et ça pourra intéresser, ça pourra sensibiliser les gens au sujet. Bien sûr. Carrément. Et déjà, rien que moi dans Manchuria. Dans Manchuria Opium Squad, rien qu'un truc, je savais pas que le Japon avait annexé une partie de la Mandchourie, tu vois. Ça, moi, je l'ai découvert dans les premières pages. J'étais là, ah bon, truc de ouf, quoi. Moi, tu viens de me l'apprendre, tu vois. Donc, je connaissais pas les effets de l'opium. Maintenant, je peux vous dire que c'est pas beau à voir. C'est pas du tout beau à voir. Et toi, peut-être, Sébastien, tu allais parler d'un autre manga où on pouvait apprendre plein de choses à l'intérieur avec du learning. Mais mon chouchou, c'est mon chouchou, Deep Sea Aquarium Magmel, qui est un titre que j'ai découvert en venant chez Vega. Pour le coup, je le connaissais pas du tout. Où en fait, c'est un manga tranche de vie qui se passe dans Tokyo. En fait, ils partent du principe que dans la baie de Tokyo, ils ont construit un aquarium sous-marin à 300 mètres de profondeur pour pouvoir observer les créatures des abysses dans leur environnement naturel. Et du coup, en fait, le pitch, à chaque fois, dans chaque chapitre, on va avoir quelqu'un qui va soit venir à l'aquarium, soit quelqu'un qui travaille à l'aquarium, mais qui va avoir une problématique. Et en fait, au travers d'une créature spécifique qui existe vraiment dans les abysses, en fait, on va aborder le sujet. Tu vois, genre le mec, il arrive pas à parler aux gens, il est un peu il a un peu du mal à, il est un peu trop refermé sur lui-même. Voilà, il a du mal à communiquer. Et ben en fait, en parallèle de ça, on va suivre les soigneurs qui sont en train d'essayer de capturer une créature un poisson qui vit dans son coin tout seul justement. Et en fait, au fur et à mesure où les soigneurs vont réussir à régler ce problème-là, l'autre aussi va se dire ah ouais, en fait, il faut que je sorte de ma coquille. Tu vois, ça va être des trucs un peu comme ça. Et comme Genesis, pour le coup, à chaque fois, dans chaque chapitre, c'est un poisson ou une créature aquatique différente, et t'as la fiche qui va avec, qui te dit, alors ce poisson-là, il fait entre telle et telle taille. Moi, mon fils, je lui ai lu ça là tous les soirs. Maintenant, il est au taquet, comme il récite ça, tous les gamins, ils connaissent tous les dinosaures par cœur. Bah lui, maintenant, il est incollable en dinosaure et il est incollable en poisson des abysses, quoi. Ouais, c'est bien. Franchement, on en parlait tout de suite, c'est la capacité qu'ils ont amené de l'entertainment en t'apprenant des choses. Moi, ça me fascine énormément. En tout cas, pour Genesis, ce sera disponible le 4 mars. Il me semble aussi qu'il y a un tome 2 qui est déjà programmé. Alors, Genesis, c'est comme Manchuria et Opium Squad, ça va sortir tous les 2 mois. C'est pas compliqué. D'accord. Et en plus, comme justement Manchuria et Genesis sont sortis à 2 mois d'intervalle, c'est pas compliqué. À partir de ce mois-ci, quand tu vas chez ton libraire, tu y vas pour les 2. D'accord. Exactement. Et on a Sandrine ADS qui nous dit cette bibliothèque, ça donne envie. Ta bibliothèque fait un ravage, Sébastien. Autant moi j'ai des tas de livres, j'ai pas beaucoup de place, donc ils sont dans des espèces de gros cœurs verts où je stocke mes livres pour le moment. Mais la prochaine fois que je déménage, je prévoirai aussi de te battre en termes de bibliothèque et d'espace. En tout cas, donc Genesis, c'est le concept. Le focus et le conseil lecture du jour, ça s'appelle Genesis, c'est un seinen et c'est disponible le 4 mars. Je vous conseille à tous d'aller vous le procurer. Je vous conseille également à ceux qui sont présents, qui regardent l'émission, de rester jusqu'à la fin parce qu'on va vous faire gagner quelques exemplaires de ce manga, notamment 3 exemplaires avec des clear files, si je vous dis pas de bêtises. Donc restez jusqu'à la fin pour le concours Genesis. On va pouvoir passer à l'interview où tu veux nous montrer les clear files avant. Voilà, c'est pas mal. Voilà. El Magnifico Clear Philo. Yes. Voilà. Ok, donc il y aura 3 exemplaires à gagner en fin d'émission. Et on va pouvoir passer à ton interview, Chedli. On va pouvoir te cuisiner un peu, en savoir beaucoup plus sur toi, en savoir
beaucoup plus également sur l'entrepreneuriat dans le monde du manga. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus longuement pour le coup? Je pense que tout le monde est un peu curieux de connaître ton parcours. Yes, merci Pierre. Du coup, j'avais commencé un petit peu tout à l'heure à expliquer ce que je faisais. Donc, je suis entrepreneur. Donc, par définition, c'est simplement quelqu'un qui crée son entreprise ou qui crée son projet et qui essaye de le mener à bien en traversant tout plein de challenges qui vont arriver sur ta face, comme dans un joli shonen. Et donc, comme dans un shonen, toi, tu vas devoir affronter tes ennemis, à savoir le financement, principale calamité, principale et primordiale calamité. Incroyable. Et ensuite, tu vas avoir ton aventure qui va se poursuivre, tu as le boss final. Et toi, en fait, ton objectif dans l'entrepreneuriat, c'est de te battre et de te relever comme les héros de shonen. Hein. Je peux pas faire mieux que ça. Et donc moi, mon entreprise, elle consiste à développer en fait une expérience qui va permettre aux passionnés de pop culture, c'est-à-dire les fans de jeux vidéo, de BD, de comics, de manga et d'animé et de Seigneur des Anneaux, de romans, de ce que tu veux, de pouvoir se retrouver sur une même plateforme, mais pas aléatoirement. Ça veut dire que nous, on va permettre, grâce à notre technologie, on va dire, de te matcher avec la bonne personne. Ça veut dire que plutôt que de tomber sur la personne qui va pas se connecter aux mêmes horaires ou qui va pas vouloir, par exemple, jouer au même jeu que toi ou qui n'a pas, par exemple, le même objectif. Toi, tu peux être un petit peu plus compétitif sur les jeux vidéo et cette personne peut être un petit peu plus casuelle, un peu moins tryharder, on va dire. À ce moment-là, on fera en sorte de matcher, de ne pas vous matcher si vous êtes trop différents. L'objectif, c'est vraiment de matcher les personnes qui se ressemblent, les passionnés qui se ressemblent, et de pouvoir créer une amitié plus durable, une relation plus durable, et pourquoi pas créer de l'amitié, parce qu'aujourd'hui, les relations les plus durables sont principalement, en tout cas ça c'est mon constat personnel, régies par la passion. Plus tu as de passion en commun avec quelqu'un, et plus vous avez de sujets sur lesquels vous pouvez débattre et discuter, échanger, et ça c'est incroyable, on peut parler des heures de manga, et même là, malheureusement, on va devoir à un moment donné arrêter, ça va me rendre plus triste. Mais c'est pas grave, j'ai des collègues qui adorent le manga, donc on repartira de plus belle. Et donc voilà. Et dans le cadre justement de la promotion de mon application, ou plutôt de la sensibilisation envers mon projet de vie, c'est-à-dire réunir les passionnés à travers mes différents projets, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement commencer à partager ma passion avec autrui, avec d'autres passionnés notamment, et pouvoir les fédérer autour de ce que je fais et autour de mes différentes missions, tel Luffy, tel n'importe quel autre personnage de shonen qui a envie un petit peu de rallier les peuples à sa cause. Très bonne référence. Mais je n'ai pas, encore une fois, en toute humilité, je n'ai pas la prétention de dire que je vais devenir le roi des pirates, hein, rien. Mais c'est l'objectif. Mais du coup, ouais, du coup, ça amène une question rapidement. Je te coupe. Tu vas voir que ça peut compléter un peu ton propos. Tu es entrepreneur, mais tu es entrepreneur dans un milieu, on va dire, de l'entertainment, que ce soit du jeu vidéo, du manga, etc. L'application s'appelle Lancelot, je le répète. Est-ce que ça amène, justement, tu as parlé de financement, est-ce que ça amène des freins de vouloir développer quelque chose dans ces milieux-là lorsqu'on ne fait pas partie d'une grosse boîte ou autre? Ouais, c'est une excellente question. Et aujourd'hui, oui, il y a ce côté un petit peu où on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Ça veut dire que la plupart, justement, des acteurs de l'investissement sont au courant qu'il y a un marché, qu'il y a des opportunités de développement, qu'il y a énormément de choses à faire, qu'il y a encore un trou et qu'on pourrait le combler avec de nouvelles solutions. Mais quand tu es amené à présenter, par exemple, ta solution, étant donné que tu peux tomber la majorité du temps sur des personnes qui ne sont pas gameuses, à ce moment-là, tu te rends compte que le challenge, il est beaucoup plus compliqué parce que tu te comprends toi-même, mais les autres ne te comprennent pas forcément. Donc, c'est toujours plus facile, par exemple, de parler à des financiers qui sont 100% dans la cause du gaming, par exemple, ou de l'entertainment, comme tu l'as dit. À ce moment-là, le discours est beaucoup plus compréhensible et il y a beaucoup plus de place, justement, à la discussion, au débat et donc à l'opportunité d'investissement.
On va encore continuer un peu dans ce sens-là. On a un peu discuté avant cette émission, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a échangé notamment sur Boba Fett, comme on le disait tout à l'heure, pour le plus grand plaisir de Sébastien. Tu m'as dit que tu m'avais dit à l'époque que tu avais vécu un peu à l'étranger, que tu avais fait quelques armes, il me semble que c'était tes études à l'étranger. Est-ce que tu sens que ça t'a apporté quelque chose en plus que justement d'autres entrepreneurs locaux qui n'ont pas eu la chance de partir sans s'aguerrir dans d'autres contrées n'ont pas? Est-ce que tu penses que c'est vraiment que tu as vraiment acquis un plus avec ça? Excuse-moi. Ouais, clairement. Alors, au niveau des compétences, au niveau des connaissances, etc., c'est sûr que psychologiquement, intellectuellement, pardon, tu te sens beaucoup plus expérimenté, étant donné que tu as vécu avec plus d'humains et beaucoup plus d'humains différents. Donc, à ce moment-là, D'accord. tu as une capacité d'adaptation qui est meilleure. Tu as l'apprentissage de la langue. Donc, forcément, il y a énormément de bonus. Maintenant, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, euh, il y a ce côté frustration. Ça veut dire que j'ai vécu dans le pays de l'entrepreneuriat, dans le pays des opportunités, dans le but les opportunités sont vraiment à droite, à gauche et se discutent à travers un simple repas et à partir du moment où tu as fait le travail et à partir du moment où tu mérites d'être récompensé, tu es gratifié automatiquement. Là où en France, c'est beaucoup plus compliqué. L'entrepreneuriat n'est D'accord. pas aussi développé, il y a des challenges et finalement, tu peux m'appeler masochiste, mais finalement, j'apprécie ce challenge-là. Ça fait de moi quelqu'un de plus fort aujourd'hui. J'aurais pu rester aux États-Unis et vivre une très belle vie et accepter mon contrat chez IBM et pourquoi pas créer une start-up là-bas et devenir riche, ok, avoir une Tesla. Mais finalement, est-ce que j'aurais été plus, si tu veux, est-ce que j'aurais pu me développer autant intellectuellement? La réponse, c'est clairement non, tu vois. Donc, ce challenge, c'est ce qui m'a fait évoluer et j'ai appris à l'accepter. Et c'est ce qui pourra, encore une fois, faire de moi un très bon héros de shonen quand, quand je ferai D'accord. un manga autobiographique. C'est pas prévu. Alors, on a Ten 31 qui nous dit que ton nom n'est pas écrit, mais je vous rappelle qu'on est en live ce soir dans Culture Bulle et que notre invité, c'est Shedly, qui est donc un entrepreneur. Entrepreneur, tu veux qu'on t'appelle comme ça? Ton titre officiel pour toi, à tes yeux, c'est entrepreneur. Il y a beaucoup de Moi, termes aujourd'hui qui je me définis définissent. comme Tu as entrepreneur et geek, tout simplement. D'accord, entrepreneur et geek, c'est nickel. Alors on va parler un peu du côté geek, mais on va rester un peu sur l'aspect des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es un des plus gros comptes TikTok que je peux voir en me baladant un peu sur TikTok. Tu sais, moi, je suis un newcomer sur la plateforme. Du coup, je regarde un peu ce qui se fait. Et justement, tu as des millions d'abonnés que tu as fédérés autour du manga, et de la geek culture, on va dire ça comme ça. Pourtant, TikTok, c'est une plateforme qui aujourd'hui a du mal à être reconnu par les professionnels. Ça commence à arriver de plus en plus, Ouais. mais ça a un peu de mal, alors qu'il y a une vraie communauté autour des mangas ou des jeux vidéo ou autres. Comment tu Ouais. peux expliquer qu'il y ait ce petit manque de reconnaissance Ouais. auprès des professionnels? C'est super ce que tu proposes là, c'est une question hyper pertinente parce que ça amène à un débat hyper intelligent et constructif, je trouve. La plateforme TikTok a envie d'être indépendante et ne pas dépendre de ses créateurs. Là où YouTube France, par exemple, si Squeezie décide de partir du jour au lendemain, YouTube va avoir des très gros problèmes, tu vois. Avec TikTok, ce qui est une opportunité en or pour absolument toutes les personnes qui ont envie de distribuer un message, comme moi, c'est une opportunité qui m'a permis justement de fédérer des millions de followers donc, sur mon compte et sur mon compte de groupe, etc. Et à ce moment-là, je suis hyper reconnaissant là-dessus. Là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en fait en tant que créateur de contenu parti de TikTok, c'est qu'on n'a pas la street cred en fait. C'est exactement ça, la D'accord. social cred, comme on l'aime l'appeler. Ça veut dire que on a percé trop rapidement. On a percé trop rapidement. Ce qui fait que en l'espace de 2 ans, tu es là avec 1,6 million d'abonnés, autant de followers que les gars qui sont restés des années sur YouTube. Je me retrouve à migrer finalement, à rediriger mon audience vers d'autres réseaux comme Instagram et YouTube. Et du jour au lendemain, je me retrouve avec en moins d'un an le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. Et là, en fait, tu t'attires un petit peu d'envie et de jalousie et de haine un petit peu indirectement par d'autres créateurs de contenu qui sont là depuis 10 ans et qui ont eu de vraies galères parce qu'ils n'ont pas eu TikTok pour booster par exemple leur contenu. Et tu te retrouves à ne pas pouvoir discuter avec différents créateurs parce que eux ne te considèrent pas vu que toi tu as percé trop rapidement parce que TikTok a envie de mettre en avant beaucoup trop de personnes
pour ne pas être dans la dépendance du créateur de contenu. C'est pour ça que sur TikTok, c'est pas le top 3 des créateurs comme on avait Norman, Cyprien, Mister V et Squeezie. Là, on est une bonne vingtaine ou une bonne trentaine à avoir tous 1 million d'abonnés parce que TikTok a voulu nous faire percer rapidement, mais ensuite a décidé aussi de nous ralentir volontairement pour pouvoir faire accélérer d'autres personnes. D'accord. Sébastien, tu avais une question à poser? Du coup, il a répondu à mes questions. J'avais demandé comment il expliquait justement le fait que ça a été si rapide d'atteindre justement des millions de followers. Mais du coup, c'est la plateforme qui vous a poussé aussi. Alors, parce que votre contenu était de qualité, c'est pas la question. On a joué le jeu de la plateforme et la plateforme a joué avec nous, entre guillemets, a accepté de nous renvoyer la balle. Donc, quand tu arrives sur la plateforme, il suffit de l'étudier une bonne semaine pour comprendre qu'il te faut un format court, qu'il faut mettre la bonne musique, qu'il faut mettre un titre accrocheur, il faut que ce soit du storytelling, exactement comme dans n'importe quelle chose que tu vas entreprendre, que ce soit une vidéo, une entreprise ou un pitch ou n'importe quoi ou un manga. Tout est lié au storytelling. Ça veut dire que tu commences avec une accroche, les 3 premières secondes qui vont faire que la personne va rester tout au fil de l'histoire que tu vas raconter tout au long de la vidéo. Et ensuite, tu vas conclure par finalement ton introduction tu vas créer un call to action pour que les gens engagent avec ton contenu. Et c'est là où ça va péter. Et en fait, moi, concrètement, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je voulais partager autour de mon parcours d'entrepreneur. Sauf que quand tu es personne, tu ne peux pas enseigner. Et ça, c'est super important de se le dire, c'est que quand tu n'as pas créé quelque chose, les gens peuvent difficilement t'écouter ou te suivre. La meilleure manière, en fait, de partager avec une audience pour qu'elle te comprenne et qu'elle te suive dans tes projets, c'est de lui montrer que tu es aussi passionné qu'elle. Et donc, moi, je me suis dit, plutôt que de parler d'entrepreneuriat, ce qui ne correspond pas à la jeune audience qu'il y a sur TikTok et qui ne connaît pas du tout l'entrepreneuriat, je vais partager autour de mes passions, les mangas, les jeux vidéo. Et c'est ça qui m'a permis de fédérer une aussi grosse communauté. Et c'est sur ce contenu que je partage au quotidien sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, tu es présent, il me semble, tous les dimanches où tu lances une vidéo. Tu fais beaucoup de vidéos React avec les Seven Deadly Cheese, il me semble, où justement vous réagissez aux nouveaux chapitres ou aux nouveaux épisodes qui sortent. Est-ce que tu penses que cela est sur le long terme? Comment tu vois cette transformation sur le long terme? C'est plutôt ça la question que je vais te poser. Comment est-ce que je vois mon contenu évoluer sur le long terme, c'est ça? Exactement. Ouais. Comme je l'ai dit, ma mission, c'était de fédérer un maximum de passionnés et d'expliquer à travers ma passion la personne que j'étais. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une communauté qui sait qui je suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas limité à partager. Les gens ne me suivent pas pour mon contenu, mais suivent pour la personne que je suis. Ça veut dire qu'il y a les personnes qui vont absolument me détester parce que je n'aime pas la fin de Naruto. Eh ben ça, on s'en débarrasse de ces gens-là. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire les terroristes du manga game autre part. Il y a les personnes qui sont ouvertes au débat et avec qui on peut s'exprimer et s'amuser. Et ces personnes-là me suivent pour la personne que je suis et me suivent aussi dans mes différents projets. Que ce soit des projets NFT, que ce soit des projets d'entrepreneuriat, que ce soit des projets artistiques ou autres, etc. Ou différents types de vidéos. Hein. Un jour, je peux manger des sushis, ça va faire des vues parce que les gens s'intéressent finalement à ce que je mange, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça la bienveillance qu'on a créée, enfin que j'ai voulu créer avec cette communauté, qu'on a su créer avec elle. Et aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. Et maintenant que, entre guillemets, j'ai su fédérer ces personnes-là et qu'elles me font confiance, l'objectif maintenant, c'est de leur apporter plus de valeur. Parce que c'est bien beau aujourd'hui de faire rire la galerie et de partager des katanas à droite à gauche et ça fait des millions de vues et c'est extrêmement cool. C'est des bénéfices que tu vas pouvoir repartager en créant des concours pour la communauté, etc. Mais à un moment donné, il va falloir créer de la valeur, il va falloir changer les standards, il va falloir que les gens en apprennent de toi sur ton parcours pour que ces personnes-là puissent grandir. Et c'est le message que j'ai envie de distribuer. Maintenant, oui, les réseaux sociaux ne sont pas principalement basés sur l'apprentissage, ils sont là pour le divertissement. Des fois même, j'ai envie de dire, et c'est glauque à dire, hein, mais les réseaux sociaux sont là pour notre stupidité au final, tu vois. Et moi, j'ai envie de changer tout ça. J'ai envie de contribuer justement à l'intelligence commune. J'ai envie de partager autour
finalement, j'ai envie de partager et de créer de la valeur, surtout plutôt que de créer du contenu, j'ai envie de créer de la valeur à partir de maintenant. À mes yeux, encore une fois, pour compléter ton propos, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment inverse. Ça dépend ce que tu mets dedans, en vérité. Ça dépend ce que tu regardes, ce que tu mets dedans. Il y a des gens qui vont mettre de l'eau, d'autres qui vont mettre du lait, d'autres vont mettre du whisky, d'autres vont mettre encore autre chose. Mais ça dépend vraiment de ce que tu mets dedans et surtout à la quantité, quantité de consommation à laquelle tu vas aller dessus. Et moi, j'encourage vraiment. J'encourage vraiment les gens qui ont envie de se lancer ou qui veulent créer un peu de contenu à créer surtout. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. On en a discuté énormément de fois, Sébastien. Moi, je pense que les réseaux sociaux, Twitch également, l'émission qu'on fait actuellement également, ce sont les plateformes parfaites pour distribuer de la valeur ajoutée. Que les gens qui te regardent toi, Chedli, ou qui regardent Culture Bulle, ou qui regardent quelqu'un d'autre, partent aujourd'hui en ayant appris quelque chose, en ayant vu des choses qui les encouragent, ne serait-ce que dans leur quotidien, dans leur lendemain, etc. Moi, c'est l'utilisation que je souhaite pour les réseaux sociaux. Maintenant, chacun fait comme il veut. Et pour compléter par rapport à ta métaphore du verre, ça dépend aussi de la commande du client. Tu arrives dans un bar, tout dépend de ce que tu veux, tu vois. Si le client il te demande une boisson un petit peu trop farfelue, forcément que tu vas avoir du contenu farfelu dans ton verre. Alors que si tu décides, toi, enfin, en tant que communauté ou en tant que consommateur de contenu, d'être là pour apprendre des choses et pour partager des choses et accepter la vie des autres et être tolérant, à ce moment-là, tu vas avoir un très très bon Virgin Mojito bien servi, etc. et c'est ça justement qu'on est en train de faire aujourd'hui avec ce live et c'est pour ça que je suis super content d'être ici. Donc encore une fois, merci pour l'invitation. Nickel. J'ai peut-être une dernière question pour toi, Chedli. Tu travailles maintenant depuis assez longtemps dans le manga. Tu as dû lire énormément de mangas, chroniquer énormément de mangas, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, lorsqu'on se professionnalise dans ce milieu-là, est-ce qu'à un moment la passion ne disparaît pas un tout petit peu? Je veux dire que en travaillant, que ce soit avec telle ou telle maison d'édition, etc., en ayant des opérations, etc., est-ce qu'à un moment, la passion a cet impact? Est-ce que ça ne devient pas plus... est-ce que c'est pas le côté plus entrepreneur qui prend le dessus, à un moment? Eh bien, c'est une très bonne question encore une fois. Et figure-toi que moi, la passion qui a pu me quitter au fil du temps, c'est celle du gaming. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je considère mon entrepreneuriat, mon aventure d'entrepreneur comme mon jeu vidéo préféré. C'est une aventure hyper interactive qui me demande de réaliser des missions, qui est hyper gratifiante, qui va me demander de me challenger. C'est un roguelike. Tu vois, c'est pire que Cuphead, hein, l'entrepreneuriat. Ouais. C'est pour ça, quelque part, j'adore ce que je fais. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Mais et surtout, c'est parce que je suis le genre de personne qui va dire que le jeu vidéo c'était mieux avant. Mais genre aujourd'hui, tu as des jeux vidéo qui sortent comme Sifu, etc., qui me redonnent cette passion-là, et j'adore ça. Et par contre, pour les mangas, je n'ai pas encore atteint ça parce que c'est tellement diversifié, et en fait, il y a tellement de personnes créatives qui écrivent des mangas que en fait, je vais lire le premier tome. Je vais essayer d'étudier un petit peu ce qui se passe et si ça me plaît pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un d'hyper critique à ce niveau-là. Mais après, je n'ai pas cette fatigue parce que j'ai la chance et je considère ça vraiment comme une chance parce que il existe des humains et j'ai appris ça récemment qui n'ont pas de passion, qui arrivent après le travail, qui vont aller sur leur téléphone et se balader sur les réseaux, ce qui n'est pas mon cas, donc j'en suis extrêmement reconnaissant. J'ai la chance d'avoir énormément de passion. Ça veut dire qu'à partir du moment où là, j'ai envie d'arrêter de lire un manga, je vais passer à un comics, je vais passer à une bande dessinée, je vais pouvoir jouer à un jeu vidéo, je vais pouvoir bosser, tu vois. Et je n'ai pas aussi beaucoup de temps de divertissement dans ma journée, malheureusement. Mais je suis pas à plaindre du tout non plus, hein. Mon aventure est extrêmement intéressante et épanouissante. Mais par contre, quand on parle de divertissement pur et dur, c'est-à-dire quand j'ai envie de toucher à ma passion autre que celle de l'entrepreneuriat, comme un manga par exemple, eh ben, je suis obligé d'être hyper qualitatif. Ce qui m'a rendu hyper critique et des fois beaucoup trop critique. Ça veut dire que j'en suis arrivé au point de critiquer de très bonnes saisons d'animé parce que je trouvais ça beaucoup trop lent et que j'avais pas le temps de regarder un paysage pendant 30 secondes, alors que en 30 secondes, j'ai déjà lu deux planches avec de la valeur ajoutée, étant donné que j'ai lu tout le texte, tu vois. Donc voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui.
D'accord. Et en tout cas, je vais te poser une dernière question. Si tu ne devais garder qu'un seul manga, lequel ce serait aujourd'hui? Réfléchis bien à ta réponse. Tu connais mes goûts. J'ai pas besoin de réfléchir. J'ai pas besoin de réfléchir. Tu le sais. Dis-moi. Tu le sais. Ouais, C'est ouais, mais je veux que tu le dises. One Piece. Ok, pourquoi? Obligé. Pourquoi? C'est un game changer. C'est ce qui a régi ma vie en fait. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis un très gros passionné et fan de manga. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis capable de vivre de ma passion des jeux vidéo et des mangas, etc. C'est ce qui m'a poussé à aimer le genre. C'est ce qui m'a poussé à découvrir d'autres fabuleuses œuvres comme Naruto, Bleach, etc. et Dragon Ball notamment. C'est ce qui m'a permis une extension, une expansion intellectuelle énormissime et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir, ce qui m'a permis de rencontrer mes meilleurs amis. Donc One Piece, all in, toujours. Ah, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Et toi, C'est un beau Sébastien, choix, tiens, c'est je un t'ai pas beau posé la choix. question. Et toi, Sébastien, je t'ai pas Ah, posé moi, la question. C'est quoi ton sur une île déserte, t'es dans Lost et tu fouilles dans ton sac en espérant trouver le bouquin. C'est lequel? non, mais si j'ai un seul manga, c'est le tome 34 de Dragon Ball, quoi. Je Ouais. sais même le Et tome, s'il te plaît. il se passe quoi dans le tome 34? Tiens. Le tome C'est le 34 de dernier, Dragon Ball s'ouvre sur Goku qui monte sur le ring pour affronter Perfect Cell dans le Cell Game Ouais. et se termine D'accord. sur Gohan qui pète un câble. D'accord, ok. C'est pas mal. C'est Voilà. pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est le Franchement, meilleur c'est pas tome. mal. C'est pas mal. Le combat d'ouverture, j'adore One Piece. Alors One Piece, franchement, je surkiffe. Hein, donc ta Mhm. réponse me fait vraiment, vraiment plaisir, Shedley. Mais le Dragon Ball 34, il a ceci d'extraordinaire, c'est que le combat d'ouverture entre Goku Super Saiyan et Perfect Cell montre à quel point Toriyama a une maîtrise de la mise en scène et de l'efficacité. Le combat, il est d'une lisibilité incroyable. J'adore One Piece, mais il y a des moments, c'est le bordel, tu sais pas où Non, t'es, Ouais, quoi, bien tu sûr. sais pas ce qui se passe. objectivement, Bien je sûr. ne peux être que d'accord avec ce que tu dis. Voilà. Mais j'adore en plus, hein, j'adore. Pour le coup, je fais pas partie de ceux qui disent ah du coup c'est relou. Non, je kiffe. Mais c'est le boxon. Dragon Ball en permanence, mais c'est parfait. Tu comprends tout ce qui se passe en permanence. Je dis, je lis tous les soirs des mangas avec mon fils qui a 7 ans maintenant. Ça fait 2-3 ans qu'on a mis ça en place. Mhm. Dragon Ball, c'est le seul manga où quand je lui raconte les trucs ou quand je lui racontais les trucs, j'ai jamais eu besoin de m'arrêter pour lui expliquer. Alors en fait, là il se passe ça, là en fait il dit ça, mais ça veut dire ça. Tout est limpide. C'est incroyable. C'est une leçon d'efficacité, de narration, de découpage. C'est incroyable. Mais on en parle, enfin, j'en parle assez souvent à mes amis ou aux gens avec qui je discute de manga. Et c'est vrai que Toriyama, ça dépend de quelle version vous lisez Dragon Ball, que ce soit l'ancienne avec 42 tomes, il me semble, ou la Oui, nouvelle avec la 42. Perfect Edition, pour le coup, qui est en 34 tomes. Il faut se rendre compte que Toriyama, en 34 tomes, pour le coup, pour prendre la version la plus récente, a fait tous ses arcs. C'est-à-dire qu'il a fait Goku, son enfance, de Pilaf jusqu'à Majin Buu. Et ça, sans négliger, sans accélérer, sans négliger un combat ou que ce soit. Et rien que pour ça, la performance, ou d'autres mangas comme One Piece ou d'autres vont atteindre quasiment les 100 tomes en couvrant tous leurs arcs, je trouve que rien que pour ça, Toriyama, c'est vraiment un maître du découpage. De l'équilibre. Mais Ouais, bien sûr. Mais oui. Mais c'est aussi parce qu'il a fait du design avant. Il a fait du design, donc il sait aller à l'efficacité, il sait, voilà. Et après, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, toi, tu me dis, ah ouais, 42 tomes, parce que moi, je parle plutôt en tomaison standard, parce que sinon, Hum, c'est difficile de comparer par rapport à One Piece. Mais hum. ouais, c'est que 42 tomes, alors que One Piece, c'est 100. Mais en fait, Dragon Ball, quand il a atteint le tome 42, on était tous en mode, putain, c'est beaucoup 42 quand même. Vraiment, Ouais, bien sûr. 34, À c'était l'époque, ouais. bien, hein, fallait s'arrêter là. Hein. Bien sûr. Bien Aujourd'hui, sûr, bien 42, sûr. tu dis, oh, dis donc, ça a pas très bien marché, il s'est arrêté à 42. Et en ayant rencontré, en ayant fait plusieurs conventions manga, etc., en rencontrant pas mal de public, moi je me rends compte avec le temps que la tomaison super longue, c'est un frein justement pour les lecteurs aujourd'hui. Alors c'est parce que souvent on me demande, ok, ça c'est en combien de tomes, ça c'est en combien de tomes aussi. Et les libraires font aussi ce retour-là, c'est que aujourd'hui tu as des parents qui ne veulent plus, et même des lecteurs, des plus jeunes aussi, qui ne veulent pas rentrer dans de grosses aventures de lecture. Sauf si c'est des œuvres, on va dire, un peu impératives. Et moi, j'en ai vu des mamans et des enfants et des papas qui en pouvaient plus des 100 tomes de One Piece et qu'ils en pouvaient plus des 75 tomes, il me semble, de Naruto, parce que c'est énorme. 42, ça reste énorme aussi,
mais il y a de plus en plus de gens qui sont fans de Tomaison courte. En tout cas, on est toujours dans Culture Bulle. On reçoit toujours Shedley qui nous a fait vraiment le plaisir de nous expliquer sa vision de l'entrepreneuriat. Restez jusqu'à la fin. Encore une fois, il y a un concours où on va vous faire gagner 3 tomes de Genesis. Le chat, on vous lit. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Shedley, sur son parcours, sur sa vie, sur comment il voit le manga game à la française, pourquoi pas, mais on va pouvoir passer à la catégorie suivante qui est le seinen en France. Alors, on va se faire une définition rapide du seinen. Pour moi, ça va être pour Sébastien, ça, parce que Sébastien, il trouve toujours les mots le justes. mec, il me refile ça sans me prévenir. Oh, le tractard. Ah oui, mais c'est ça qui est bon. Alors, le Ça le jette. Non, mais ça va. Je te refile ça avec une tape dans le dos amicale, tu vois ma manière de formuler les choses. Ou Shedley, peut-être que tu veux te lancer. Pourquoi pas? Let's go, allez, explique-nous Allez, vas-y. Allez, Alors, let's go. moi j'aime bien refaire mes propres définitions, enfin les réinterpréter à ma sauce. Et après, vous me direz si c'est correct et si j'ai utilisé les bons termes. Mais pour moi, un seinen, c'est un manga qui va s'adresser à une catégorie de jeunes adultes, donc qui va avoir des sujets plus sensibles que les shonen traditionnels, que les mangas plutôt shonen, notamment Neketsu, hein, je pense, qui vont être généralement plus sombres, qui vont traiter de sujets plus dramatiques et qui vont des fois avoir, comment dire, alors je vais pas faire de généralité, mais qui ont souvent un impact choquant sur certains points. Je dirais ça. J'essaie d'être un petit peu complet et de parler un petit peu de mon expérience, hein, mais non, mais ouais. Voilà. Alors, c'est une grosse partie du seinen, effectivement. Alors, c'est les titres qu'on retrouve dans les magazines. Alors, du coup, voilà, alors, je fais des longues périphrases parce que je ne veux pas utiliser un terme qui est parfois utilisé en France, mais qui, je trouve, est un abus de langage. Ça, c'est le genre de titre qu'on retrouve dans les magazines les magazines Young. Qui, voilà, en France, pendant un moment donné, on parlait de Young Seinen, mais ça n'existe pas vraiment. Mais oui, tous les titres comme Vagabond, Gantz, alors, on en parlait tout à l'heure, Thierry. L'Attaque des Titans aurait pu être dans un magazine, effectivement, pourquoi pas, de Young Seinen, effectivement. Mais voilà, tous les titres comme ça, un peu choquants ou un peu sexy, Enfer et Paradis, voilà, tout à fait. Tous ces titres-là, c'est du seinen, mais c'est pas que ça. Et en fait, le seinen, c'est vraiment tout le manga pour du public adulte. Donc, une fois qu'on a passé le manga qui s'adresse aux lecteurs qui se sentent trop vieux pour lire du shonen, mais qui veulent quand même retrouver cette espèce de narration nerveuse avec juste des sujets plus adultes et pourquoi pas effectivement ou du sang ou du sexe ou les deux. On va retrouver aussi des mangas plus posés qui vont aborder des sujets comme la cuisine, comme la fabrication de saké, la politique. Par exemple, Glénat a annoncé il y a pas longtemps le retour de Sanctuary, qui est un manga où on va suivre 2 frères qui veulent changer le monde, enfin qui veulent changer leur pays. Donc il y en a un qui va se lancer dans la politique et l'autre, son frère, va le soutenir en se lançant dans la pègre. On est clairement dans un seinen. Natsuko no Sake, qui est un manga qui est sorti chez Vega Dupuis et dont le 5e tome est sélectionné pour la sélection officielle du Grand Prix du Festival de la bande dessinée d'Angoulême de cette année. C'est un manga pas du tout qui rentre dans les critères que tu as dit tout à l'heure parce que c'est hyper posé, c'est hyper calme. On suit une meuf qui retourne à la campagne pour produire du saké, mais c'est effectivement du seinen aussi. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est tout le manga adulte. Est-ce qu'au final, c'est pas une question de développement de personnages, la différence entre le shonen et le seinen? Ça veut dire que on a souvent le profil dans le shonen qui va être un jeune garçon ou une jeune fille qui grandit en même temps qu'une aventure. Est-ce que ça existe aussi dans le seinen? Moins quand même, parce que non mais moins. Alors tu vas trouver des seinen manga où le héros n'est pas un adulte. Justement, Tensai sur le chat parle de Yotsuba. Donc Yotsuba, je sais pas si vous voyez, chez Kurokawa, c'est un manga où on suit une petite fille. Techniquement, au Japon, Chi, une vie de chat, c'est aussi un seinen, donc on ne suit pas un adulte. Mais c'est vrai que souvent, la bascule se fait sur le personnage. Mais après, tu trouves des contre-exemples. Si tu prends Kaiju numéro 8, c'est un shonen, et pourtant le héros, il a 40 ans. Tu vois. Ouais, exact. Donc pour moi,
pour moi, la bascule, elle se fait vraiment plutôt dans le traitement en fait du sujet. Tu as vraiment un traitement adulte et t'es plus forcé. Alors, soit effectivement le traitement adulte quand on est dans les magazines Young, effectivement, on est sur un traitement très blockbuster, très interdit aux moins de 16, voilà. Soit après, au-delà, on est en mode, ok, on est entre adultes, on va se parler calmement, on n'a pas besoin de crier et de mettre des grosses onomatopées. Tu veux en savoir plus sur la production de saké, sur la constitution d'un gouvernement au Japon. Je vais te raconter ça. Par contre, je vais pas te mentir, ça va prendre du temps. Là où dans un shonen, tu vois, on va mettre des explosions, des trucs, schématise un peu, mais tu vois, forcément, tu t'adresses à un gamin de 14 ans. Si à un moment donné, tu veux lui parler de comment est-ce qu'on fait pour faire une blanquette de veau, ouais, si tu lui parles calmement en mode Cyril Lignac, tu vas le perdre, quoi. Il lui faut un Etchebest, tu vois. Ah, bien sûr. Alors, le seinen, c'est un genre qu'on a découvert, je pense, plus sur le tard, vu qu'en France, on est, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. On a été un peu amené dans le monde de la japanimation et du Japon en lecture via les animes ou la lecture d'animes qui passaient avant pour la génération du Club Dorothée, et c'est comme ça qu'on est entré dans le truc. Quels sont les premiers seinen que vous avez rencontrés qui vous a fait vous rendre compte que autre chose existait dans le manga? Tu vas dire waouh, ça existe, ça? Akira, hein. Ouais, pareil. Moi c'est Akira. Pareil, hein. moi c'est Akira. Voilà. Hein. Et toi, Shelly? Ouais, je pense, alors j'en ai peut-être consommé un petit peu avant sans me rendre compte que c'en était, mais moi ma transition était plutôt sympathique étant donné que c'était Tokyo Ghoul. Je pense que Tokyo Ghoul m'a permis de faire une belle transition. Ghoul, très bon exemple. Je parle du manga. Hein. Mais en même temps, on est dans le seinen, mais en même temps, il y a des codes du shonen qu'on retrouve. Donc ce qui m'a permis de faire une belle transition. Absolument. Donc voilà, mais après, est-ce que voilà, après je suis pas. Disons que moi j'ai découvert des. Alors excusez-moi du terme, j'ai envie de dire des faux seinen peut-être. Justement, je pense à Tokyo Ghoul, je pense à One Punch Man, des choses dont le message finalement, l'arrière-plan est le plus adulte dans l'histoire plutôt que le front-end. Et après, je suis complètement tombé amoureux du genre. Aujourd'hui. La plupart de mes lectures se tournent, enfin, je tourne autour du seinen en ce moment. D'accord. Moi, je me souviens aussi on va continuer la petite liste exhaustive qui nous a fait pencher dans le côté obscur du seinen. Tu parlais de Tokyo Ghoul tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a aussi Ghost in the Shell qui a joué un gros rôle à cette époque-là, qui est vraiment te rentre dans la darkance environ entre guillemets du monde du manga. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Est-ce que tu as d'autres œuvres comme ça qui te viennent bien sûr. Ah bah j'en ai plein. Moi je vois que dans le chat on cite Vagabond. Vagabond, je l'avais cité moi aussi. Vagabond de Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk. Et évidemment que cette adaptation du roman La Pierre et le Sabre, qui raconte la vie romancée de Miyamoto Musashi, grosse claque dans la tronche, quoi. D'autant que déjà Slam Dunk, entre le tome 1 et le tome 27, déjà il y avait une progression graphique qui était folle. Mais tu prends le tome 1 de Vagabond, tu dis ah non, mais en fait il savait pas dessiner avant tellement c'est beaucoup plus beau. Et au fur et à mesure il continue, tu dis mais en fait il s'arrête jamais de progresser le mec, c'est incroyable. Ouais. Vraiment. Bien sûr. Takehiko Inoue, c'est vraiment pour moi l'archétype de l'artiste qui en permanence il y a des nouvelles transformations. Tu vois, on a passé le Super Saiyan 2, 3, God, Blue, je sais pas où il va s'arrêter quoi. Incroyable. Je sais pas si tes références sont bonnes, mais oui, je suis d'accord avec toi. Bah, j'ai pas le choix. Il progresse tellement que je suis obligé de prendre ces formes des couleurs. Que je déteste aussi, parce que je suis en mode, tu vois, tu peux pas t'arrêter. Bien sûr. Alors, on a cité Ghost in the Shell. Moi, j'ajouterais peut-être tout ce qui est l'œuvre du Urasawa, par exemple Monster, qui sont aussi Monster au niveau du polar, c'est vraiment. Et là, je me suis vraiment rendu compte de l'étendue, entre guillemets, de ce que peut apporter le seinen comparé au shonen, qui est, on va pas dire illimité, mais on se comprend que l'archétype des personnages est quand même redondante. C'est rare quand
même si c'est pas le cas dans Monster, c'est rare quand il y a des héros qui perdent un combat en fait. Et dans Monster, tu te rends compte que c'est, par exemple, dans Monster ou dans d'autres mangas comme Berserk ou Ghost in the Shell dont on parlera tout à l'heure, Berserk dont on parlera tout à l'heure, on se rend compte que les échecs sont durs, mais ont aussi énormément de conséquences sur les autres persos de ces mondes-là. Et ça existe aussi dans le shonen. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas du tout dans le shonen aussi, mais c'est vrai que dans le seinen, c'est plus marqué. Alors, c'est plus marqué, mais c'est aussi quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps dans le seinen. Et justement, c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que oui, ça existe dans le shonen, mais c'est à part quelques exemples très isolés comme Yu Yu Hakusho à un moment donné ou comment non pas Bastard du tout ou Jojo Bizarre Adventure pendant très longtemps, effectivement comme tu le dis, le shonen était un peu engoncé dans un espèce de schéma, et c'est au contraire, je pense, des auteurs qui se sont nourris d'autres types de mangas et d'autres arts d'ailleurs, mais y compris de seinen, qui se sont dit non mais ok, moi j'ai envie de faire du shonen, mais je veux pas rester coincé dans ce truc-là, et qui sont allés chercher peut-être des trucs, certains dans le shoujo, certains dans le seinen, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des mangas comme l'Attaque des Titans, comme Dandadan, tous ces mangas qui ramènent des choses où tu dis waouh, c'est pas ça d'habitude le shonen. Bah oui, mais c'est parce qu'ils ont lu d'autres trucs en fait. Comme Dandadan. Et aujourd'hui, on a une petite tendance qui se dessine, c'est que le seinen justement est de plus en plus hype, est de plus en plus prisé, et de plus en plus tôt, les lecteurs, tôt en termes d'âge, se lancent dans le seinen. J'ai rencontré pas mal de classes et pas mal de jeunes adolescents qui étaient déjà à jour dans Berserk, dans Shingeki no Kyojin. Moi j'y peux rien, au bout d'un moment je ne fais que discuter, moi je leur tends pas les bouquins non plus. Le plus étonnant, je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote là, mais c'était une petite fille de 12 ans qui me disait, moi j'ai lu Devilman Crybaby, c'est mon manga préféré. Une fille de 12 ans, et c'est bref, tout ça pour dire c'est très très, même moi c'était dur pour moi, donc imagine pour une fille de 12 ans. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, aujourd'hui le seinen a un petit côté hype qui est en train de naître, qui est plus ou moins en train d'évoluer. À votre avis, quelles sont les œuvres qui ont justement fait la bascule entre le statut qu'il avait avant, c'était très niche avant, c'était pas aussi étendu qu'aujourd'hui, et le petit côté hype qu'il y a aujourd'hui autour du seinen? J'ai envie de dire, enfin après ça c'est ma réponse à moi, j'ai envie de dire que les shonen qui ont tendu vers le seinen ont permis cette transition. Je pense notamment du coup à SNK, mais bien avant avec Death Note. Le fait qu'on ait découvert Death Note, qui fait partie des mangas les plus mainstream aujourd'hui, des incontournables et des chefs-d'œuvre de l'époque, et finalement de toutes les époques, finalement c'est intemporel, Death Note. Ça a permis l'ouverture et l'expansion vers une lecture plus adulte des consommateurs, tout simplement. Et ensuite, tu as eu les Urasawa, bien évidemment, je pense avec Monster. Et Urasawa, c'est du génie. Ça veut dire qu'une fois que tu commences Monster, qui fait un petit peu la passerelle vers ses autres œuvres, que tu découvres ensuite 20th Century Boy, ensuite, intellectuellement, je pense que tu as automatiquement accès à Billy Bat, à Pluto. Après Pluto, c'est incroyable, c'est juste fantastique. Et ensuite, tu vas avoir t'as ce groupe de personnes qui ont extrêmement bien travaillé sur les réseaux sociaux pour essayer de mettre de la lumière sur ces chefs-d'œuvre, considérés comme chefs-d'œuvre, parce que moi, j'en suis pas encore là, j'en suis même pas à la moitié de ces deux œuvres-là, mais considérés comme chefs-d'œuvre, Kingdom et Berserk. Ce qui fait que beaucoup de gens ont voulu découvrir le genre, etc. Moi, j'ai eu par contre la chance de bien avancer sur Vinland Saga, qui est dans mon top 3 de mes seinen préférés aujourd'hui. Vinland Saga, c'est fou. C'est fou, Vinland. Alors aujourd'hui, je pense qu'au niveau du seinen, vous allez avoir envie de me blâmer, de me taper sur le doigt, mais je n'ai pas encore lu Kingdom, sachez-le. Sachez-le que ça fait, je sais pas, peut-être 4 ans aujourd'hui que j'attends d'avoir le temps, parce que je sais qu'il y a beaucoup de tomes justement, et que j'attends d'avoir vraiment un trou de lecture qui peut-être ne viendra jamais pour lire Kingdom. Et c'est à peu près pareil pour Vinland Saga. Il y a une autre œuvre à mes yeux qui a fait basculer un peu. Qui a beaucoup fait basculer, notamment par la puissance des
des réseaux sociaux et des talents sur ces réseaux sociaux-là ou des influenceurs, etc. C'est Berserk qui, à mes yeux, est le cas et le cas d'école. De par son avènement et son univers fantastique, mais aussi par la puissance et l'unanimité qu'il rencontre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Ah oui, non mais Berserk, enfin moi je me souviens encore de la claque que c'était dans les conventions début 2000 de la diffusion des OAV de Berserk. Faut savoir que Berserk c'est un manga qui a une histoire de publication assez compliquée en France. C'est-à-dire qu'avant que Glénat ne le sorte tel quel, il a eu une première édition pirate. S'il te plaît, il y a une première édition pirate en France aux éditions Samouraï. Samouraï, c'était une boutique de jeux vidéo rue Maubeuge à Paris. Et les mecs, en fait, comme des sauvages, ils ont photocopié le manga, ils en ont fait une VF, tu vois, mais ils ont jamais acheté les droits. Il y a un tome qui est sorti. Ensuite, il y a Dynamic Vision qui deviendra plus tard, Dybex, qui a sorti le manga. Ils ont sorti, je crois, 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Puis finalement, ça s'est arrêté. Et enfin, on a eu l'édition chez Glénat, mais ça a été un titre qui a été maudit pendant longtemps. C'est aussi ça qui l'a aidé, ça plus la qualité évidemment du récit et des OAV. Ça a fait grossir aussi en fait son aura, et du coup quand il arrivait en France, les gens étaient enfin le manga mythique. Et comme quand ils l'ont ouvert, ils se sont rendus compte que pour le coup sa réputation n'était pas galvaudée, forcément ça a pris en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. Toi, donc, tu penses que c'est de par son parcours, entre guillemets, éditorial, qu'il s'est un peu hissé à ce niveau de GOAT, mais aussi par le niveau aussi de l'auteur, qui, franchement, les dessins, c'est incroyable dans Berserk. Sinon, il aurait explosé qu'en France, tu vois. Si c'était juste le parcours éditorial, Berserk, ça serait un carton au Japon et en France et nulle part ailleurs. Si c'est un carton mondial, c'est que, tu vois, c'est aussi dû à la qualité de l'œuvre. J'ai envie de te dire, c'est surtout la qualité de l'œuvre, parce que quand tu te balades et que tu es un gros passionné et que tu joues aux jeux vidéo, que tu lis des comics, etc., et qu'à chaque fois on te dit, ça, c'est inspiré de Berserk. Ça, c'est inspiré de Berserk. Ça, c'est inspiré de Berserk. Et tu te dis, mais c'est quoi Berserk? Et que tu vas découvrir l'œuvre, tu dis, ouais. C'est vrai, je comprends pourquoi Dark Souls. Je comprends. C'est ça. C'est ça. De ouf. Il y a quand même une ref à Berserk dans Avengers Endgame quand même. Non, je savais pas. Je savais pas. Dis-nous en plus, là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de fou. C'est la scène où toute la scène où Thanos sacrifie comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom, sa fille Gamora. Gamora, merci. Toute la scène où il sacrifie Gamora, en fait, t'as des plans où tu vois qu'en fait dans les valeurs de plans, dans les cadrages et dans les couleurs, en fait, ça fait référence à la scène de post ou pré-éclipse, je sais plus, où t'as Griffiths décharné en fait qui récupère l'œuf de Béélite. D'accord. Tu trouveras sur internet des montages qui te montrent les refs. D'accord. En fait, donc du coup c'est pré-ellipse pour le coup, à mon avis. Bon, honnêtement, le côté, ce qui me plaît aussi dans le seinen, c'est, on va pas dire le côté quelquefois, parce que c'est pas le cas de tous les seinen. On parlait de Natsuko no Sake tout à l'heure, mais le côté aussi ultra violence. On parlait de l'éclipse dans Berserk, qui je pense a choqué tous ceux qui sont arrivés à ces pages-là, ont été choqués. Et franchement, il n'y en a pas un qui a pas été choqué. Et il y a ce côté qui s'approche un peu de ce que peut proposer le cinéma quelque part. Et ça, c'est vraiment pas, même ça va beaucoup plus loin que le cinéma quelquefois, mais c'est vraiment pas possible dans le shonen, par exemple. Une telle violence, un tel déferlement de violence. Et ça se retrouve, du coup, pour le coup, exclusivement dans le seinen. On parlait tout de suite de la fine frontière entre le shonen et le seinen, quelquefois, avec Shingeki no Kyojin, avec l'attaque des Titans. Est-ce que les jeunes auteurs dont tu parlais tout à l'heure ne font pas justement exprès d'être entre les deux pour attirer un maximum de lecteurs au final? Je dirais pas que c'est une stratégie, on va dire, commerciale. Les mangakas sont généralement très attachés à leur œuvre et tu vois, c'est pas l'édition ou c'est pas eux les maisons d'édition ou les vendeurs ou quoi que ce soit. Eux ont juste envie d'être le plus proche de leur histoire. En tout cas, pour la majorité. Il existe qu'il y en a qui écrivent pour l'argent aussi. Mais je veux dire, aujourd'hui,
tu vois, l'auteur de Chainsaw Man, il va pas se dire, ouais, je vais faire un shonen glauquissime pour que et les adultes et les jeunes ils s'y retrouvent. Tu vois, il a fait juste aujourd'hui ce qui l'inspirait. Ça a créé un monstre hein, aujourd'hui, un Chainsaw Man, et ça a complètement pété auprès des jeunes comme les adultes. Mais je pense pas que ça faisait partie d'une quelconque stratégie commerciale. Je pense tout simplement que ça s'est fait naturellement et qu'en même temps, aujourd'hui, l'ère du temps, hein, c'est vraiment aujourd'hui, on écrit pour justement, Pour les deux, à peu près. pour moi, et on a déjà eu ce débat avec énormément de personnes, cette catégorisation-là de seinen et de shonen, je pense qu'elle peut être amenée à disparaître à terme, qu'aujourd'hui, tu vois, SNK, la ligne est plus fine que jamais. Jojo, pareil. Excuse-moi, quand je lis des fois des œuvres comme Death Note, quand je me retape Death Note, je me dis non, ça c'est pas du shonen, tu vois. Donc après, encore une fois, c'est juste, c'est quelque chose de commercial et c'est de la catégorisation, je pense, qui vis-à-vis des différents magazines, etc. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de juste se dire cette œuvre-là, Fire Punch, est un shonen, tu vois. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En vrai, non, vas-y, je t'écoute. J'irai après, t'inquiète. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur quand tu dis que la classification va être amenée à disparaître. Pour moi, c'est quasiment impossible parce que tu te retrouverais avec, par exemple, même si c'est déjà le cas, on va pas se mentir, avec des berserk dans des mains d'élèves de 6e, de CM2, etc. Tu vois. Averti comme au cinéma et c'est fini. Hein. Ouais, mais non, mais non, mais surtout, en fait, c'est une, comment dire, c'est un faux problème dans le sens où nous, on voit ça d'un point de vue éditorial, du genre comment est-ce qu'on va classer ce manga, alors qu'au Japon, c'est pas la question. La question, c'est dans quel magazine on va le mettre, en fait. La seule question, c'est ça, c'est tu viens avec ton histoire. L'éditeur, il dit l'histoire, elle est bien, elle est pas bien. Et si l'histoire, elle est bien, il dit bah ok, ton histoire, elle est bien pour le Jump. Non, elle est pas bien pour le Shonen Jump. On va te mettre dans le Young Jump. Non, elle est pas bien pour le Young Jump. On va te mettre, tu vois. Et c'est comme ça. Donc du coup, et avant que justement le Young Jump n'existe, bah t'avais des séries qui étaient dans le Weekly Jump où aujourd'hui tu te dis ah ouais. Enfin, quand tu regardes bien City Hunter ou Hokuto no Ken, en vrai. C'est shonen, ouais, c'est quand même assez dur pour du shonen, tu vois. Ouais. Mais ça posait pas de problème à l'époque parce que tu avais vraiment une dichotomie qui était plus nette. C'était ou pour les ados et du coup bon bah de 12 à 18 ou alors c'est du truc justement pour les adultes et tout de suite c'était entre guillemets du truc chiant. Mais t'avais pas le magazine entre les deux. À partir du moment où le Young apparaît, bah hop, on met enfin, et le magazine est apparu justement parce qu'il y avait ce problème de dire, enfin, je pense que c'était ça, on a en vrai un vrai public identifié, donc vendons-lui un magazine. Après, les mangas, en tant que tels, ils sont en librairie, tu vois, je veux dire, de toute façon, c'est le libraire qui fait ou pas le contrôle sur qui achète quoi, tu vois. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les libraires acceptent ce rôle-là? Tous. Je sais qu'il y a beaucoup de libraires qui sont conseils dans des petites librairies, mais après dans des Fnac, etc., c'est OK, même s'ils voient un enfant de 8 ans sortir avec un berserk, ils vont pas l'arrêter, quoi. Je pense pas. Ça dépend. Ça dépend des libraires, ça dépend de plein de trucs. C'est sûr que oui, chez Auchan, de toute façon, ils contrôlent pas. Oui. Exactement. En tout cas, le seinen a de plus en plus la cote en France et c'est aussi le cas au Festival d'Angoulême pour le coup, puisqu'on a 2 œuvres qui ont été sélectionnées pour le Festival d'Angoulême de chez Vega Dupuis pour le coup. Il s'agit du Bateau de Thésée, c'est le tome 10, il me semble, c'est bien ça? Tout à fait, Tout à fait, le dernier. D'accord. Est-ce que tu peux nous refaire un pitch du Bateau de Thésée, Sébastien? Mais absolument, Jean-Pierre. S'il te plaît. Alors le bateau de Thésée, on va suivre un jeune homme qui vient d'être père. Et suite à un développement spécifique dans sa vie, il décide de de retourner voir son père à qui il n'a jamais parlé, puisqu'il se trouve que son père a été incarcéré avant sa naissance. Quand lui était encore dans le ventre de sa mère, son père a été incarcéré et jugé parce qu'il a été jugé coupable d'un meurtre horrible puisqu'il aurait tué 25 enfants d'une école primaire dans le nord du Japon, à Hokkaido, sachant qu'il était le policier du village, donc c'est encore plus horrible. Et donc, lui n'a jamais connu son père, il n'a pas de relation avec parce que depuis toujours, avec sa mère, ils ont dû fuir, et ses frères et sœurs, ils ont dû fuir, changer de nom régulièrement parce qu'ils étaient harcelés, parce que de la même famille que cet horrible tueur.
Et lui, il a besoin de régler des problèmes avec lui avant d'accéder lui aussi à la paternité. Et alors qu'il remonte dans le nord du Japon, il va être pris dans un brouillard, et quand il émerge du brouillard, il se retrouve face à son école qui a été détruite, enfin face à cette école, pardon, qui a été détruite depuis, et là il comprend qu'il est revenu dans le passé quelques mois avant la tragédie. Et donc il va essayer d'une part d'empêcher cette tragédie, et puis du coup de comprendre ce qui s'est passé, puisque son père en fait a toujours clamé son innocence. Et donc on est dans un thriller. Voilà. Et pour le coup, ça a été sélectionné dans quelle catégorie au Festival d'Angoulême, excuse-moi? Ça fait partie de la sélection officielle. Donc, la sélection officielle, donc le top du top, le haut du panier. Alors global. On disait justement. C'est global, ouais. Et on parlait d'Angoulême tout à l'heure, qui est justement, c'est un festival qui commence à vraiment, ça n'a pas commencé hier, je vous rassure, à vraiment faire une grosse place à la culture manga. Et ce qu'il faut souligner, les efforts qui sont faits dans ce sens-là, que je trouve assez génial. Et on a une seconde œuvre qui a été sélectionnée aussi. Il s'agit de Natsuko no Sake. Et pour le coup, c'est le tome 6 cette fois. Est-ce que c'est dans la même sélection ou pas du tout? Alors c'est dans la même sélection, mais du coup je sais pas pourquoi je vous ai filé le tome 6, c'est le 5 qui est sélectionné en fait. Mais voilà, c'est pas grave. Un geste commercial que tu viens de faire. C'est une technique commerciale à vouloir. Exactement. Et en fait, Natsuko no Sake, ouais, ce qui est vraiment marrant avec Natsuko no Sake, c'est qu'on suit donc une jeune Tokyoïte qui, en vrai, elle travaille dans une agence de pub à Tokyo, mais elle vient d'une famille d'agriculteurs de la campagne de Niigata qui cultive du riz et qui brasse du saké. Et en fait, elle va y retourner, et pareil, suite à des développements familiaux, elle va tout plaquer pour rester dans sa campagne et essayer de faire pousser du saké vraiment à l'ancienne, avec un type de riz que plus aucun agriculteur ne fait pousser, parce que c'est un riz qui est trop compliqué à traiter, et ils ont pas le temps pour ça, tu vois, ils sont là pour faire du chiffre, et elle va essayer de redonner un peu, de ressortir ce produit un peu artisanal, de faire un saké à l'ancienne, sans pesticides, parce que justement ce riz-là, il est trop fragile, il supporte pas les pesticides, etc. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est un manga qui va aborder les sujets des circuits courts, de l'agriculture bio. Évidemment, je te dis que c'est une héroïne, donc bien sûr, elle va être confrontée au fait que l'agriculture et la culture du saké, c'est clairement pas des milieux féminins, c'est des milieux très masculins, et que donc elle va avoir du mal à faire sa place. Donc c'est des sujets qui sont très très actuels, tu vois. Que ce soit l'écologie, les circuits courts ou la place des femmes dans la société. Et pourtant, c'est un manga qui date de 1988. D'accord. Ouais, ça remonte quand même, ouais. C'est assez fou. Il y a pas mal d'œuvres comme ça qui restent d'actualité. Ça me fait un peu flipper. Moi, je me dis que le monde n'avance pas assez vite quelquefois sur ces thèmes, sur ces thèmes de société. Mais c'est aussi bien de pouvoir justement retrouver des œuvres qui peuvent un peu orienter nos choix de vie et un peu nous influencer dans le bon sens du terme. On a d'autres, on a beaucoup d'autres CNN qui sont disponibles chez Vega Dupuis. Je pense par exemple à The Red Rat in Hollywood, Deep Sea Aquarium qu'on a cité tout à l'heure. On a Peleliu. On a pas mal d'œuvres. Je les ai toutes là. Je vous mens pas, je les ai pas encore toutes lues, et on n'hésitera pas à vous faire j'hésiterai pas à vous faire un retour quand je les aurai lus. Ils sont dans mes priorités, je vous rassure. Demandez à Sébastien, je fais des efforts. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et tu sais que les œuvres comme ça, dont on me dit que je vais pleurer, je m'y aventure pas. Par exemple, aujourd'hui, ouais, je comprends. Une de mes grosses carences en tant que personne dans le milieu, on va dire manga, etc., c'est que je n'ai pas vu le Tombeau des Lucioles pour ces raisons. Ah ouais, tu vas être fouetté là. Non, mais on m'a dit, dès qu'on m'a présenté le Tombeau des Lucioles, on m'a dit, c'est ultra triste, tu vas chialer, tu vas plus te sentir. Ah oui. Et pour le coup, j'ai dit, écoute, ton film, je sais que c'est une grosse référence aujourd'hui, j'ai conscience de ce que ça représente, mais je peux pas y aller, j'ai pas envie d'être triste en fait d'un côté. Peut-être qu'il faut que je le regarde quand je suis déjà triste. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre d'approche avec des œuvres où on dit ouais, tu vas chialer, tu vas voir, c'est trop triste, tout ça. Moi, ça me donne pas envie en fait. Surtout que ça dessert l'œuvre, parce que tu regardes pas ça pour être triste, il y a une histoire de fou derrière. Exactement. Alors pour le côté récit, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour le côté récit. Pour le côté construction aussi du récit, aussi le côté animation.
Et je sais que j'ai vu quelques extraits quand même. Je viens pas non plus de débarquer. Mais c'est vrai que c'est une œuvre. Il y a plusieurs œuvres comme ça que j'ai jamais vues. Il y en a plusieurs, mais en vérité, il y en a deux. Il y a pour le coup le Tombeau de Luciole et Amistad que j'ai toujours refusé de regarder. Pour la petite histoire. Amistad, j'avoue. Il est dur, Amistad. Ah. Ouais. Et je sais pas si je suis seul dans. C'est dur ça. Ouais, c'est des choses que en vérité, que je n'arrive pas à franchir le pas, mais je vais peut-être faire un effort pour, ne serait-ce que pour le Tombeau des Lucioles. On arrive au planning des sorties. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un concours où on va vous faire gagner 3 tomes de Genesis. N'hésitez pas non plus à nous poser toutes vos questions dans le chat. On a eu très peu de questions, bizarrement, ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on a été ultra clair. Ouais, ils sont sages, mais je pense peut-être qu'on a été ultra clair pendant toute la soirée. Mais profitez de la présence de Shedley. Il y a une autre question à poser à Shedley parce que je vois qu'il commence à être très très fatigué. Tu dors combien d'heures par nuit? Parce que je sais que tu travailles beaucoup. Là, je suis passé à 5-6. Ouais. Ça va. Ça veut dire que t'es remonté un peu. Ça va. Ouais, je suis monté. Ouais. J'ai passé, je crois, les 2 dernières années à dormir un maximum 4 heures par nuit, sauf exception. Là, je commence à être beaucoup mieux organisé. Alors, on a une question qui arrive, Shedley. Est-ce que tu regardes Dragon Quest, la quête de Dai? Ouais, je regarde. J'en suis qu'au début parce que, alors malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de découvrir Fly, donc si tu veux le manga de la quête de Dai, donc c'est un petit peu dommage. Je suis fan de la licence Dragon Quest en jeu vidéo. Moi, j'ai tout saigné, absolument tout saigné. Mais c'est vrai que la quête de Dai, j'ai adoré le début. Et il faudrait juste que je trouve le moment de regarder l'animé, quoi. Je regarde de moins en moins d'animés, c'est horrible. Je suis plutôt team manga, moi, pour vous dire la vérité. Bah, lis le manga, hein. Tu peux y aller à ton rythme. Il ressort. Et c'est ça. Hein. Il ressort? D'accord, bah écoute. Il y a une réédition qui arrive. Il ressort. Le seul défaut qu'il a, c'est effectivement que du coup, les anciens, en fait, ils gardaient les noms des sorts à la japonaise et les nouveaux, du coup, ils mettent les sorts français. Et moi, je trouve que la trad des sorts français, enfin, c'est pas ouf, quoi. Quand le mec écrit invocation de feu, flamme, voilà. Ouais. Moi, ça me sort. Ou la vague déferlante pour Dragon Ball à l'époque, la vague déferlante. C'est ça. Dites-nous Kamehameha, ça va plus vite. Oh. Et on a des questions qui arrivent pour le coup, dont certaines questions qui sont un peu cocasses. On demande quel est ton top 3 hentai. Je pense qu'il y a quelqu'un Égélisation qui s'est trompé d'émission ce soir où il te troll, Shedley. Je peux répondre, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y, balance-toi. Sunken Rock et Sunken Rock pour le coup. Est-ce qu'il y a El Noishi? Sunken Rock, c'est borderline. On a une question de El Noishi qui dit: est-ce qu'il y a un anime que tu préfères regarder en VF plutôt qu'en VO? Très bonne question, je trouve. Tous les plus récents, généralement. Je me fais un malin plaisir à regarder les titres en VF. J'ai toujours aimé regarder mes dessins animés en VF personnellement. Tu vois, quand tu regardes les anciens Disney, que tu les regardes en VO, c'est extrêmement nul. Des fois, j'aime bien les films d'Hollywood. Des fois, quand ils sont en VF, la voix de Tony Stark en français, excuse-moi, mais c'est incroyable, tu vois. Donc, des fois, je suis vraiment team VF. Et des fois, alors étant donné que je fais 50 000 choses en même temps, la VF me permet, alors c'est pas un manque de respect envers l'œuvre, mais ça me permet vraiment d'être concentré à la fois sur l'œuvre et à la fois de pouvoir bosser un petit peu de mon côté, d'avancer un petit peu sur mes différents projets. Donc la VF, je suis très 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 partisan. Et je dirais que le dernier que j'ai regardé en VF, c'est c'est pas Super Crooksy, Super Crooks, c'est comme ça? Je me rappelle sais pas du tout. Sur Netflix. Ah non, je connais pas du tout. Ouais, c'est ça, Super Crooks. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est bien ça? Comment? Je dis c'est bien ça? C'est bien? C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est un petit peu le Invincible si on était du côté full animé et du côté des méchants. Donc c'est très très bien. D'accord. C'est très très bien. Ah ouais? Super. Ah d'accord, ok. Ah ouais. C'est génial. C'est noté. Putain, Super Crooks. Ouais, il vend mieux que moi quand je vends des trucs. En fait. J'allais dire, il pitch mieux que toi. Dès que tu dis ça, je me sens visé. Dès que ça dit ça, je me sens visé tout de suite. Et toi, Sébastien, est-ce qu'il y a des œuvres, où que tu préfères regarder en VF plutôt qu'en VO?
Alors, les trucs que je mate en VF déjà systématiquement, quasiment, c'est toutes mes Madeleines de Proust en fait. Tu vois, par exemple, avec mon fils, là, je viens de lui faire découvrir Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Bien sûr que je les ai matés en VF, quoi. No way, je les mate en VO, c'est mort. C'est mort de chez mort. Certains dessins animés effectivement que j'ai maté quand j'étais enfant. Les Disney effectivement souvent, mais pour le coup je trouve pas la VO nulle. Moi je l'aime bien, mais je peux vraiment passer. Tu vois, le Roi Lion, je peux le mater aussi bien en anglais qu'en français. Voilà. Mais par contre il y a des trucs, tu vois, Friends en français c'est pas possible. Je suis d'accord. Après les séries c'est plutôt compliqué. Ils mettent beaucoup de budget quand c'est du hollywoodien en mode cinéma blockbuster. Voilà. Quand c'est les séries, c'est un petit peu plus cheap. Ça. Je vais avoir des problèmes. Et sinon, je vois dans le chat GTO, je suis d'accord. Ouais. Et Dragon Ball, un classique, la VF, je suis désolé, mais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, pour ma part, il y a 2 VF que j'aime beaucoup regarder. Enfin, 2 VF que j'aime beaucoup regarder. C'est aussi des dessins animés un peu de notre enfance, comme tu as dit, Sébastien. Tu as Hokuto no Ken, pour le coup, Ken le survivant. Pour l'histoire que ça travaille justement cette VF, et tu as aussi pour le coup City Hunter, Nicky Larson. Moi les voix des personnages, des petites frappes, ouais, qui m'a fait bobo, etc. Moi ça me tape des barres dessus et j'aime beaucoup regarder ça. Je me suis fixé une dernière précision, un dernier truc. Je me suis fixé un petit kiff que j'ai envie de faire. J'ai envie de voir le Spider-Man de Sony, justement l'animé. Into the Spider-Verse en version japonaise. Je sais pas pourquoi. Version japonaise sous-titrée. Je veux me le faire. Je sais pas, c'est un kiff, je sais pas, mais ça doit être sympa à voir en version jap pour le coup, mais je sais pas comment je peux trouver ça par les voies légales. Donc voilà. Faut que t'achètes le Blu-ray, tu vois, tu te fais livrer le Blu-ray. Le Blu-ray, sur Amazon il y a même le japonais. Mais est-ce qu'il y a si tu l'achètes sur Amazon. Ah bah sous-titre au moins sous-titre anglais, je pense, et puis sinon japonais sous-titré japonais, tu vois. Ça te fera bosser ton Japon. Ah merde. Je pense pas. En tout cas, on va pouvoir passer au planning des sorties parce qu'on a pas mal de galettes à présenter ce soir. Pour notre part, on va commencer par les sorties du 4 mars. On va donc commencer par Genesis, dont on a parlé tout à l'heure, qui sort le 4 mars. Ouais, on en a bien parlé. Pour les retardataires, on rappelle que c'est un manga ou un groupe d'étudiants en paléo-ortho quoi? Sébastien est parti? Oh, Sébastien l'a frisé. Zut. D'accord, on a perdu Sébastien, on me dit dans l'oreillette qu'on a perdu Sébastien. Bref, je continue le pitch quand même. C'est un groupe d'étudiants en préhistoire, entre guillemets, qui se retrouve, qui va en voyage scolaire et qui entre dans une grotte à ce moment-là en paléontologie. Merci Ryo Saeba, notre sauveur qui vient d'arriver. En paléontologie, donc, qui se retrouve dans une grotte en Australie. À l'intérieur de cette grotte, l'entrée subit un éboulement et il cherche un chemin. Il se retrouve en sortant dans la préhistoire. Donc c'est super intéressant à lire. Nous revoilà Sébastien. J'ai eu un petit problème, désolé. Voilà. J'espère que tu n'as pas entendu ce que j'étais en train de raconter, le pitch que je viens de faire sur Genesis. Mais je savais que tu allais pitcher, c'est pour ça que j'ai déco en fait. Je me suis dit, je veux pas entendre ça. En tout cas, Genesis, ça va être disponible le 4 mars dans toutes les librairies. Foncez dessus. On a une deuxième œuvre qui sort le 4 mars. Ça va être le tome 2 de Manchuria Opium Squad. L'incroyable Manchuria Opium Squad. Foncez les yeux fermés. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1, foncez lire le tome 2. Ça sort également le 4 mars. On va passer à une autre œuvre qui sort pour le coup plus le 4 mars, mais il me semble que c'est le 18. Qui s'appelle Le Journal d'une vie tranquille, que tu vas pouvoir nous pitcher, Sébastien. Alors, Le Journal d'une vie tranquille, en fait, c'est la biographie de Tetsuya Chiba. Et Tetsuya Chiba, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur du très mythique Ashita no Joe. Et donc, du coup, il nous raconte sa life. C'est tout en couleur. C'est mortel. Là, justement, on est sur du seinen qui est pas du tout ni violent ni sexy, mais qui prend son temps. Mais le mec, il nous raconte sa life. Donc, dans les tomes 1, on était dans l'avant-guerre, dans l'après-guerre, pardon, les trucs comme ça. Là, on est période coronavirus, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez chouette. Et ce qui est stylé, c'est que comme le mec, c'est une légende vivante, pour le coup, vraiment, hein, c'est une légende du manga et il est encore en vie. Comme c'est une légende vivante du manga,
Et en fait, il te raconte ces murges qui se prend avec l'auteur de tel manga hyper connu, ou comment il a rencontré ce petit gars que personne mais que en fait toi tu connais depuis, qui est qui s'est imposé comme un grand nom du shonen. Donc c'est hyper cool. En même temps, tu vois vraiment l'évolution au fur et à mesure des tomes du Japon, vraiment, puisqu'on passe, je te dis, du Japon de l'après-guerre au Japon de 2020. C'est un vrai morceau d'histoire pour tout fan de manga. C'est aussi bien un morceau d'histoire du Japon que d'histoire du manga. Donc en fait, quand tu es un mangavore, c'est fait pour toi en fait, parce que t'en apprends. On parlait tout à l'heure d'apprendre des trucs, ça c'est magique quoi. Surtout ce que on a présenté aujourd'hui, alors avec Genesis et l'Opium, puis à chaque fois j'oublie. Opium Squad. Opium Squad, ouais, c'est ça. C'est celui-ci qui m'intéresse le plus finalement. Je connaissais pas du tout, mais je suis grand fan de ancienne, vintage, et le côté un petit peu historique, c'est ça qui me plaît le plus, je crois. Alors il y a Ten qui nous dit que Tetsuya Shiba est malade en ce moment et j'espère qu'il va se rétablir. On espère aussi, on a une pensée pour lui et qu'il va continuer à nous livrer justement son aventure dans le journal d'une vie tranquille. Pour le coup, c'est toujours en cours de publication là-bas aussi. Oui, absolument. C'est encore en cours de... du coup, là, ça a ralenti puisqu'il est malade. Mais oui, c'est en cours, et vraiment c'est passionnant. Et c'est ultra sous-coté. Personne connaît ça en France, alors que c'est un vrai morceau d'histoire. Et c'est pour ça que Culture Bulle existe, justement, pour exposer les œuvres qui ont un peu moins de lumière, on va dire, de par leur style et de par ce qu'elles apportent dans leur récit. Nous, on est là aussi pour les exposer un minimum. N'hésitez pas dans le chat ou même pour les prochaines émissions à nous soumettre des œuvres justement dont vous voulez parler et que vous pensez qu'il manque un peu d'exposition. On n'hésitera pas, après nous être consultés, à les mettre en avant. Il y a une autre œuvre, pour le coup, c'est Birdman, le tome 10, qui sort le 18 mars également. Eh oui. Yes. Birdman, manga incroyable. Bon, manga incroyable de Yellow Tanabe. Yellow Tanabe, pour les mangavores un peu plus qui ont un peu plus de bouteilles, c'est également l'autrice chez Pika avant de Kekkaishi. Voilà, un manga sur un Shinigami extraordinaire. Et donc Birdman, c'est un manga où on va suivre l'émergence d'une nouvelle race, en fait, les Birdmen, qui sont, au début, on se demande quelle est cette créature étrange qui apparaît dans le ciel avec d'immenses ailes, qui va sauver des adolescents d'une mort certaine en leur donnant des pouvoirs. Et en fait, il y a tout un discours, il y a toute une réflexion autour de l'eugénisme, autour de l'évolution de la race humaine, autour des volontés individuelles face à une espèce de collectivisme. C'est un manga hyper intéressant. Comme toujours avec Yellow Tanabe, on est sur quelque chose d'atypique. Clairement, même si c'est un manga qui parle de combat, on voit que la mangaka, ce qui l'intéresse, c'est pas les combats. Ce qui l'intéresse, c'est de parler du développement des personnages, de l'évolution de son histoire. Les scènes de baston, on passe très vite dessus parce que c'est pas le but de ce manga. Ça en fait un shonen hyper atypique et qui est justement un vrai délice pour les gens qui sont lassés des shonen classiques. D'accord. Et pour le coup, le tome 10 sort le 18 mars. On a une dernière œuvre qui va sortir le 18 mars et ça s'appelle ID Invaded. Je ne sais pas si je le prononce bien en anglais et c'est le tome 3 pour le coup. Moi, j'ai le tome 1 à la maison. Tome 3, surtout dernier tome. Donc ID Invaded, le manga, deux spécificités, c'est que c'est adapté de l'anime qui est sorti chez Wakanim et c'est un manga qui est dessiné par Yuki Kodama, l'auteur de Blood Lad chez Kurokawa. Du coup, c'est hyper bien gratté et c'est une histoire qui prend la suite, enfin qui est une histoire parallèle à l'anime et donc c'est une sorte de Minority Report puisque c'est dans le futur. On a mis en place une technologie où on peut récupérer dans l'air, entre guillemets, les pensées meurtrières qu'émet quelqu'un au moment où il commet des actes horribles. Et donc, en fait, il y a un spécialiste qui plonge, en fait, à partir de ces données, on crée un espèce de monde virtuel, mais qui est difficile à interpréter. Et un détective qui est spécialisé là-dedans, qui plonge dans le monde virtuel pour essayer de trouver des indices pour résoudre les crimes dans le vrai monde. Je sais pas si c'est bien clair, le truc. Oui, c'est pas mal comme virtuelle. Voilà. Et du coup, le truc spécifique, c'est que le gars qui est le héros, en fait,
c'est un détective, mais qui est en prison parce que il y a quelques années, il a poursuivi un tueur en série qui a tué sa femme et sa fille. Et quand il l'a retrouvé, il l'a pas vraiment livré à ses collègues du coup. Et donc, il a fini en prison. D'accord. Mais en tout cas, on en parlait tout à l'heure des mangas avec justement une série courte, avec une tomaison assez courte. Pour le coup, on a ID Invaded qui fait 3 tomes. Si vous avez envie de lire une œuvre courte, je vous conseille celle-ci. Vous passez chez votre libraire préféré et vous la procurez. On arrive à la fin de l'émission. Heureusement, il nous reste, ne quittez pas tout de suite, il nous reste le fameux concours. Aujourd'hui, on vous fait gagner 3 tomes de Genesis. Excusez-moi que je cherche derrière moi, mais que je sais plus où j'ai mis, que je vais retrouver tout de suite. Alors, on a 3 tomes de Genesis à gagner avec le Clear File. Pour le coup, ça va être simple, ça va être comme d'habitude, les habitués savent ce qui arrive. Il va falloir taper dans le chat, point d'exclamation, Genesis. C'est quasiment parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Yes, c'était plutôt une émission cool. On a appris pas mal sur le CNN. On a appris beaucoup sur toi, Shedley. Moi, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Je respecte vraiment tout ce que tu fais dans le monde de l'entrepreneuriat et j'espère que tu aboutiras, que tes projets aboutiront. Malheureusement, j'ai pas les liens de tes réseaux sociaux à mettre dans le chat, mais si vous êtes sur Twitter ou sur Instagram et que vous me suivez moi ou Dupuis, vous allez le retrouver assez facilement en passant sur nos réseaux. Et voilà. Si vous êtes de passage dans l'émission. Ah oui, c'est de vrai, dès qu'on tape son nom dans la barre de recherche, on le trouve très facilement. Hein. Très rapidement. N'hésitez pas aussi, si vous êtes de passage pour la première fois dans l'émission, à vous abonner au compte Twitch Dupuis Direct et à revenir tous les lundis. Culture Bulle, c'est tout. J'ai failli dire Culture Pub. Oh là là, Culture Bulle, c'est tous les lundis à 21h. On parle de culture, manga, webtoon et bande dessinée. On va s'arrêter ici pour le concours dans 5. On va faire un raid. 4. Après. 3, 2, 1. Est-ce qu'on a un gagnant qui lit? Attention, D'accord, on a 3 gagnants, 1 pour chaque tome. Est-ce qu'on peut avoir les noms? On a Bat29, premier gagnant. El Noishi qui a gagné. Encore une fois, j'ai envie de dire. Et Culture Dream 6. Ok, voilà les gagnants. Vous avez gagné. Vous pouvez contacter, envoyer un MP à Dupuis Direct directement. Ils vont prendre vos coordonnées et vont vous envoyer tout ça. On va donc partir sur un raid. Je ne sais pas sur qui on part. Est-ce que on peut l'avoir dans le Discord, s'il te plaît, Sébastien? Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis dans le Discord et on va chez Renaud de Dreamland. On va aller voir le pote Renaud. Ok, c'est gros auteur, le pionnier des auteurs de manga français pour le coup, Renaud de Dreamland. Restez bien jusqu'à la fin, faites-lui un coucou de notre part dans Culture Bulle. On espère l'accueillir bientôt dans l'émission si possible, si on a un thème qui s'y prête, ce serait avec plaisir. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents. Merci encore une fois à Shedley. Sébastien, on se tient au courant, on se voit très vite et à lundi prochain pour une émission spéciale collégiale. Ciao, ciao. Ciao.